Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette déjà cinquième émission, il me semble, de Tout ce qu'on prend, une émission, comme vous le savez, dédiée à la diffusion de la connaissance et à la compréhension de notre savoir. Je crois que la compréhension de notre monde, pardon, excusez-moi. J'étais justement en train de dire que j'avais trouvé plus ou moins le slogan de la chaîne, mais évidemment, ce n'est qu'un début, c'est une, une phrase que j'aime bien prononcer en général. Je ne sais pas si c'est le slogan officiel, mais pour le moment, c'est quelque chose euh, que j'apprécie de dire en général. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le chat, discuter entre vous, aussi poser vos questions euh, à moi et je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux, concernant des questions qui peuvent concerner à la fois le projet, mais aussi l'invité quand il fera sa présentation, le sujet de notre invité. Je vois que vous êtes déjà 6 sur le chat. Eh bien, bienvenue à vous. Merci d'être au rendez-vous. Comme d'habitude, on va passer un petit peu de temps au début pour parler très rapidement du projet et ensuite aborder le sujet du jour. En ce qui concerne le projet, donc tout se comprend. Quelques petites nouveautés par rapport à la dernière fois. Ça y est, la chaîne est devenue chaîne Twitch affiliée. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous? Ça va pas changer énormément de choses. Disons que maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez soutenir le projet, de vous abonner à la chaîne éventuellement. Il me semble que c'est quelque chose comme 5 euros par mois ou quelque chose comme ça. Je connais pas encore toutes les bricoles de Twitch et dans les 5 euros, je crois qu'il y a 2,50 € qui me reviennent. Il y a aussi un système de bits, il y a des systèmes de cheers, enfin bref, beaucoup de nouveaux systèmes possibles grâce à l'affiliation Twitch. Je suis pas encore très bien rodé, je pense que je vais m'aider des gens qui connaissent un peu le game pour pouvoir justement vous proposer du contenu de ce côté-là, c'est-à-dire que normalement, avec ces abonnements, avec l'argent que vous pouvez donner, eh bien vous avez aussi le droit à avoir par exemple des émoticônes particulières ou voilà certains droits que les gens qui ne sont pas abonnés n'ont pas habituellement. Donc voilà, ce système est encore assez sombre et nébuleux pour moi. J'ai commencé à regarder les paramètres, mais c'est assez compliqué. Mais voilà, petit à petit, la chaîne risque de prendre un peu plus d'ampleur. Enfin, j'aimerais bien, du moins, qu'elle devienne de plus en plus importante. Merci toujours de follow. Je viens de voir qu'il y a eu là un follow de Nonosan 1973. Merci toujours pour vos follows pour la chaîne. Depuis la dernière fois, on a gagné aussi des followers, on en a gagné beaucoup. Et je vais pas passer trop de temps à tous les énumérer. Je vous remercie en tout cas de continuer eh bien, d'être aussi fidèle à la chaîne et de la suivre avec autant d'assiduité, j'ai envie de dire. Même si vous vous abonnez pas, que vous mettez pas de l'argent, les follow déjà c'est super. Moi ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et donc voilà, c'est vraiment génial. Moi je suis toujours aussi content de faire ces émissions et qu'elles vous plaisent. J'espère qu'aussi de votre côté, vous aimez le format actuel de l'émission. Peut-être que ça va être amené à changer aussi en fonction des idées que je pourrais avoir, etc. C'est un sub Robin. Ah pardon, bah voilà, vous voyez, je suis vraiment à l'arrache puisque ce n'était pas un follow, c'était un sub. Comme quoi, je fais vraiment pas attention. Désolé, je suis pas du tout habitué. Je me disais bien aussi que Nonosan 1973, c'était un pseudo que j'avais déjà vu, que quelqu'un que j'avais déjà vu follow. Merci à toi de ton sub, du coup, ça me fait vraiment plaisir. Je crois que tu es en fait le deuxième, il me semble, le deuxième sub, même si c'est écrit premier. Je ne sais même pas pourquoi c'est écrit premier. Peut-être que Twitch considère que tu es le premier. En tout cas, merci à toi, ça fait énormément plaisir. Alors, ça c'est pour les news en ce qui concerne la chaîne, voilà l'affiliation. Cette semaine un peu spéciale, peut-être vous ne le savez pas, je préfère vous le dire maintenant, je le répéterai à la fin de l'émission. On a une conférence ce soir là qui va arriver bientôt, mais comme c'est la semaine juste avant, on va dire le vacances de Noël et que pendant les 2 prochaines semaines je vais pas faire de stream, eh bien j'ai fait 2 conférences cette semaine, donc ce soir et aussi jeudi. Je vous donne rendez-vous donc aussi jeudi soir pour une autre conférence sur un autre sujet complètement différent, un sujet plus d'histoire. Donc voilà, ça c'était pour ce qui concernait la chaîne. Alors le sujet du jour de l'émission, vous l'avez sans doute lu, peut-être dans le titre sur Twitter, mais c'est également écrit de ce côté-ci, si j'arrive à orienter mon doigt correctement. Voilà. Notre cerveau adore qu'on lui raconte des histoires. Alors un sujet qui a l'air très
on va dire, très teasant comme ça, hein, qui suscite, on va dire, notre intérêt. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Notre cerveau euh, aimerait apparemment écouter des histoires, les assimiler et peut-être, je sais pas, peut-être que on va peut-être parler de biais cognitifs, on va voir justement de quoi il en retourne exactement. Et on va peut-être voir les limites de notre cerveau, si on est manipulable ou pas, si on aime certaines choses et on en aime moins d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas. Sur le chat, n'hésitez pas à réagir et à dire votre opinion en ce qui concerne ce sujet. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve notre invité du soir. Vous l'avez sans doute peut-être vu si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais un petit rappel des réseaux qui sont affichés juste au-dessus. C'est pour vous tenir au courant des dernières news, dernières actualités de la chaîne. Je suis obligé de le faire, je sais que c'est chiant, mais voilà, c'est aussi un soutien si vous pouvez suivre ces réseaux-là. Ça vous permet à vous de tout savoir de tout comprendre, sans mauvais jeu de mots, sur la chaîne et sur la dernière actualité. Et pour moi, ça me permet du coup de grossir entre guillemets, enfin de toucher un petit peu plus de monde et de gagner en visibilité. Donc voilà, ça c'était la pause réseaux sociaux. Donc si vous avez été sur les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, nous recevons PH Largillère, je vérifie bien son nom de famille, PH Largillère, que vous connaissez peut-être sans doute sous le nom de PH Genius, qui est le créateur et celui qui tient la chaîne le Point Genius. Et justement, en parlant de lui, je vais directement passer sur la scène suivante où vous pouvez voir notre invité. Salut Piesh Genius, comment il faut t'appeler? Piesh Largérière pour ce soir? Tu préfères quoi comme nom en général? Entre nous, PH ira très bien. PH ira très bien. Tu préfères Voilà. à l'anglaise ou à la française? PH en Non, non, français. non, on verra plus tard pour les conférences en anglais. Je suis pas encore totalement rompu à l'exercice. Ok, alors comme d'habitude, moi ce que j'aime bien faire avec mon invité, c'est lui poser juste une petite question. Alors déjà, je vais essayer de te présenter un petit peu. Tu me diras si je dis des bêtises. Donc tu fais quand même plusieurs choses. Sur Internet, tu es surtout connu pour ta chaîne YouTube Le Point Genius, où tu fais de la vulgarisation scientifique et tu parles de différents sujets. Et en particulier, ta marque de fabrique, c'est de parler des génies. Donc ces personnes savantes en général, des sachants, des connaisseurs, des gens qui ont du moins changé le monde autour d'eux avec des inventions ou des nouveaux concepts qui ont pu révolutionner la société. Mais en plus de ta chaîne YouTube, tu as également écrit un livre de science-fiction, j'ai vu ça tout à l'heure, qui s'appelle Emersis Renaissance, si je dis pas de bêtises. Donc tu es aussi auteur dans tes heures perdues, si je puis dire ainsi. Et récemment, tu as aussi développé une application de voyage. Alors je suis pas sûr, elle est peut-être pas encore si elle est sortie exactement. Tu pourras en parler justement. Là, ce petit moment est un peu pour toi. Si tu veux parler un petit peu de tes projets, hésite pas. Moi, la question que j'ai surtout, c'est de savoir comment t'en es venu justement à faire tous ces projets et en particulier ta chaîne YouTube pour laquelle tu es le plus connu. En fait, voilà, la réponse est dans le titre de la conférence de ce soir. En fait, mon seul truc que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'était raconter des histoires, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, j'ai commencé en tant que graphiste, même à l'époque, même à la base, quand j'étais même au collège, j'ai déjà commencé à écrire des histoires. Ensuite, je suis devenu graphiste pour gagner ma vie, donc c'est une autre manière de raconter des histoires. Et effectivement, j'ai écrit des livres, j'ai travaillé comme scénariste également. Et en fait, j'ai monté ma chaîne YouTube parce que j'ai toujours été passionné par ces esprits supérieurs, ces gens qui sont capables de transcender les codes, d'aller au-delà de ce qu'on a toujours fait. Et j'avais envie de raconter leurs histoires. Et d'ailleurs, dans mon roman dont tu as parlé, qui a été écrit peut-être la genèse de l'histoire, elle a peut-être commencé 10 ans peut-être avant la chaîne YouTube. Et Ok. pourtant, ça met déjà en scène 6 génies. Voilà. Donc c'était comme quoi il y a quand même une certaine continuité là-dedans. Donc ouais, ça fait partie de ces trucs-là. Et après, ouais, j'ai toujours admiré la vie de gens comme Howard Hughes, comme Marie Curie, Charlie Chaplin. Voilà, que ce soit des génies des sciences, des génies des arts, et voilà, vraiment des gens qu'on regarde voilà, en levant la tête vers le haut et qui ont marqué l'histoire.
Ouais, bah, c'est super. C'est marrant que tu aies cette fascination-là pour tous ces connaisseurs et ça se ressent bien dans les vidéos. Tu leur fais vraiment honneur quand tu les présentes en général et c'est assez bien fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup voir ces vidéos. Et Du c'est vrai que je trouve on en parle, voilà, on parle un peu de Pasteur, on parle un peu de Mhm. Marie Curie à l'école, mais je trouve que c'est des gens qui nous ont tellement apporté, je trouve on leur rend pas assez hommage Ouais, en temps normal. Donc voilà, c'était vraiment, j'essaye de faire au maximum ce que je peux. c'est vrai, ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. Du coup, sur ces paroles, je vais passer sur la scène de la présentation, où justement on voit ta présentation. Là, tout le monde peut la voir. On voit même le curseur si tu veux éventuellement montrer des choses avec le curseur. Donc voilà, je te Alors laisse moi, je ne vois pas maintenant mon curseur, donc, t'exprimer. je ne Et vois pas mon curseur, moi. tu ne vois pas ton propre curseur, mais Non, mais en même temps, il y a c'est rien pas de. grave. C'est juste pour illustrer, Ouais. les différentes thématiques. Ok, bah super. Bah, je te laisse du coup faire ta présentation et t'exprimer comme tu le souhaites. Et bien donc du coup voilà, c'est juste pour légèrement corriger, replacer le curseur. T'as dit pourquoi est-ce que notre cerveau aimerait? Non non, il aimerait pas qu'on lui raconte des histoires. C'est vraiment il adore ça. C'est un besoin vital pour notre cerveau. Je ne sais pas pour les autres animaux comment ça se passe, mais en tout cas chez nous vraiment le cerveau est conditionné par les histoires qu'on leur raconte Mhm. pour une simple et bonne raison. Alors déjà voilà, petite présentation. Il faut savoir que tout ce qui nous entoure raconte une histoire, absolument tout. Euh, Vos fringues, par exemple, la manière dont vous vous habillez, renseigne directement les gens sur une partie de votre personnalité. Quelqu'un qui va être habillé de manière un petit peu différente, etc. De suite, on va s'intéresser à lui. Votre cerveau va automatiquement analyser ce qu'il voit et essayer de trouver une réponse à quelque chose. Donc, si c'est classique, ça ne lui posera pas de problème. Mais si c'est quelque chose d'un petit peu plus exubérant, il va essayer de trouver le pourquoi du comment. Voilà, pareil, si vous arrivez dans une Clio dégueulasse, a priori, vous n'allez pas faire le même effet que si vous arrivez dans une Lamborghini. Donc tout ce que vous utilisez, tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, raconte déjà une histoire. Et quand vous commandez voilà, une bière dans un bar, on vous donne un verre particulier. Ce verre va raconter une histoire de la bière. Voilà, là, par exemple, j'ai mis le truc de Grimbergen avec le phénix. Souvent, il y a des histoires d'abbayes, etc. Donc, déjà, rien que ça, en fait, on vous place dans un truc où vous buvez pas juste une bière, vous buvez de la tradition. Il y a vraiment tout un truc derrière. Et, euh, et ça va vraiment à tous les niveaux. Donc, même quel que soit votre métier, si vous faites une présentation PowerPoint pour vos collègues ou peu importe, dites-vous bien que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas juste là pour envoyer des informations, vous devez raconter une histoire. Et c'est ce que je dis, moi, quand je fais de la formation dans le graphisme. Absolument tout ce que vous faites doit raconter une histoire. Alors, ça peut être quelque chose de très simple, mais il faut que, naturellement, quand le cerveau de votre interlocuteur va analyser ça, il faut qu'il puisse immédiatement comprendre ce qu'il est en train de voir et les choses. Donc, par exemple, une police de caractère spécifique va raconter quelque chose de spécifique. Si vous utilisez une vieille police de caractère, par exemple, qui fait style, voilà, par exemple, Greenbergen, un peu manuscrite, ou si vous utilisez quelque chose qui rappelle les années 20, immédiatement, ce que vous allez voir va vous placer dans un contexte. Donc, on peut appeler ça du marketing, on peut appeler ça, voilà, éventuellement du commercial, c'est beaucoup Mhm. tout ce qui est du design, etc. Mais tout ce qui nous entoure raconte une histoire et c'est vraiment ça qu'il faut se rendre compte. Des trucs qui nous paraissent, nous, normaux, habituels, en fait, sont vraiment pensés pour que votre cerveau analyse ça d'une manière la plus rapide possible. Donc, si je prends, par exemple, la slide là qui est actuellement, si je mets exactement les mêmes informations, et attention, ça va piquer un petit peu, je préviens, mais que je mets ce slide là, les Ouais. informations sont les mêmes, mais ça raconte pas du tout la même chose. Ça raconte absolument pas du tout la même chose. Là, ça raconte que c'est quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qui essaye vaguement de faire passer des informations, mais qui sont pas hiérarchisées. Et naturellement, votre cerveau, lui, quand il va voir ça, il va se dire, oh là là, j'ai pas envie de la connaître, cette histoire, il y a quelque chose qui me pose problème. Ouais, ça fait un peu absurde, ouais. Il y a Et des pourtant, choses. Ouais. quand je vois des affiches de kermesse locales dans certains patelins, on est sur du truc à peu près comme ça, voilà. Donc ça raconte pas du tout la même histoire et il faut savoir que en plus de ça, dans notre monde vraiment ultra connecté où on a
tout le temps de l'information, on est tout le temps sollicité. Si immédiatement vous racontez pas la bonne histoire à votre cerveau, il va passer sur autre chose et l'information va pas passer, quoi. Ok. C'est un truc tout bête parce que là, du coup, là, je vois la voiture, mais par exemple, quand j'étais gamin, mon père me disait toujours, le jour où tu recruteras quelqu'un, tu fais quelque chose, tu regardes comment le mec se gare. Juste la manière dont le mec va se garer, ça raconte déjà une histoire sur lui. C'est des petits trucs comme ça, c'est voilà, c'est tout un ensemble. Et donc, du coup, on arrive à l'explication. On projette notre personnalité sur notre environnement, quoi. C'est ça au global, quoi. C'est en fait, voilà, le cerveau, c'est une machine lente et gourmande. Donc, en fait, il peut pas se permettre d'analyser tout ce qu'il voit. Il est obligé d'assimiler ça à quelque chose qu'il connaît déjà et qu'il a déjà analysé. Donc effectivement, on a vraiment l'expérience joue un rôle primordial justement dans la perception justement de l'histoire, etc. Mais par contre, effectivement, il a vraiment ce truc-là. Quand il voit une couleur, il va l'associer à quelque chose. Quand on est dans certains films, notamment les films de gangsters, les films de mafia, on analyse en une image le mec qui va avoir la gueule de méchant. C'est peut-être quelqu'un, l'acteur est peut-être quelqu'un de tout à fait charmant dans la vraie vie, mais le mec a une gueule de méchant. On l'identifie au méchant immédiatement. Le fait d'utiliser voilà certains codes vestimentaires, le fait d'utiliser aussi certains mouvements de caméra, le fait par exemple que la caméra soit légèrement de travers, voilà, si je me mets comme ça donne un sentiment de la musique aussi souvent, la musique joue. La musique, bien entendu, ouais, la musique et les sonorités vont automatiquement raconter quelque chose. Et c'est inconscient en fait. Le cerveau, il va se mettre en veille, c'est-à-dire qu'il va faire les choses de manière totalement inconsciente, pour justement en tâche de fond, pour pouvoir continuer à analyser les choses, on va dire importantes, les trucs qu'il a besoin d'analyser. Et tout le reste, ça va être des tâches de fond. Le fait que dans un film il y ait de la musique, c'est rare qu'on entende réellement la musique au milieu de tout le reste. Mais par contre, elle va quand même susciter une émotion. Ouais. C'est intuitif, quoi. C'est le comportement qu'on a un peu directement. Enfin, on sent, c'est inconscient, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir, quoi. C'est complètement juste l'assimilation. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on développe avec l'éducation parce qu'on est bercé par la culture dès le plus jeune âge, j'imagine, donc on fait des associations d'idées. Mais est-ce que il n'y a pas un truc un peu inné là-dedans, enfin dans le sens où est-ce que pour tout le monde le rouge ça va être une couleur agressive ou est-ce que c'est la société qui depuis le début nous dit que le rouge c'est agressif, quoi? Ouais, justement, il y a un épisode de Doctor Who où il explique qu'il n'y a que sur la Terre que le rouge signifie le danger, que normalement cette couleur-là c'est le violet dans tout le reste de l'univers, et il n'y a que sur Terre qu'on associe le rouge au danger. Mais non, c'est complètement quelque chose que tu apprends au fur et à mesure, donc c'est vraiment quelque chose d'acquis. Et en fonction de l'expérience, de la culture, de beaucoup de choses. Et justement, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, je vais faire un peu d'auto-promo sur ma chaîne avec. J'ai sorti une première vidéo justement sur le cinéma parce que beaucoup de gens me disent ah oui mais moi je suis pas scénariste, j'analyse pas les histoires comme toi. Le truc qu'il y a, c'est que souvent on passe à côté de trucs très fins et très subtils parce que finalement on n'a pas les bonnes clés de lecture. Ouais. Et à l'inverse, on est capable de gober des trucs parce qu'on n'a pas forcément la culture, l'analyse justement pour pouvoir comprendre comment les histoires sont racontées. Donc effectivement, on se crée des petites briques au fur et à mesure de la vie, de la même manière que apprendre tout ce qui est illusion d'optique ou par exemple tout ce qui est conspiration, ce genre de trucs-là. On analyse, on apprend à créer cet esprit critique justement qui vont créer des nouvelles briques et qui vont permettre de raconter des histoires, de nous raconter des histoires différemment et surtout à notre cerveau de les assimiler différemment. Mais le cerveau, lui, en fait, il faut qu'il aille au moins d'efforts et au moins gourmand possible. Donc, il va faire en sorte que quoi qu'il voit, il analyse à quelque chose qu'il a déjà fait en fait, qu'il connaît déjà, etc., quoi. Et donc du coup, la deuxième partie, c'est que pour pouvoir, il se met en veille justement pour pouvoir, parce qu'il est très sensible à tout ce qui est changement.
Et de la même manière, par exemple, quand vous avez un vieux frigo qui ronronne à côté, en fait, on entend le frigo uniquement quand il s'arrête. Ouais. Voilà, Bruce en a parlé d'ailleurs dans sa dernière vidéo Oui, vrai, sur l'audition. Et on a vraiment ce truc-là, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à faire une tâche répétitive, je crois que c'est au bout de 3, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait 3 fois la même chose, le cerveau se met en veille et il se met en mode automatique. Et lui, ce qu'il a envie, c'est de voir du changement. C'est-à-dire qu'il veut que ça clignote, il veut que ça bouge, il veut que les couleurs changent, il faut que la musique, on passe d'une note à l'autre. Si c'est toujours la même chose, il va s'en désintéresser et mettre ça en tâche de fond. Ouais. Donc, lui, il veut absolument, pour pouvoir continuer à être vigilant, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, qu'on lui raconte une nouvelle histoire. Si on lui parle, voilà, que ce soit un bruit ronflant, quelque chose de monotone, et ben, il va vouloir absolument, il va s'en désintéresser jusqu'à ce qu'on lui propose autre chose. Ouais, c'est marrant parce que du coup là je pense à plein d'exemples qui me passent par la tête et en particulier en ce qui concerne YouTube et tous ces formats de cuts très rapides. C'est jouer sur ça finalement, c'est jouer sur la sensibilité qu'a le cerveau sur le changement, et donc un des formats de cuts très rapides où les plans s'enchaînent, finalement c'est une manière pour le cerveau de suivre dans un enchaînement de plans et d'être en haleine tout le temps finalement. C'est ça. Alors du coup, et même avant YouTube, à l'époque, pour te dire, ça remonte à loin, il y en a probablement beaucoup qui n'étaient pas encore là pour s'en rendre compte, mais il y avait un truc qui passait dans le Club Dorothée, qui s'appelait Salut les musclés, qui est probablement un des pires trucs télévisuels qu'on a fait jusqu'à l'invention de la télé-réalité. Et il y avait un truc ça s'appelait l'effet Salut les musclés. C'est-à-dire qu'en gros, c'était tellement vide ce qu'il racontait, donc il rajoutait des rires par-dessus parce qu'il y avait absolument rien de drôle du tout. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, chaque plan ne faisait pas plus de 2 secondes et demie, justement pour que le cerveau, si on laissait, on va dire, un plan de 10 secondes et qu'au bout de 5 secondes, il n'y a rien qui l'intéresse, il va zapper. Donc là, en fait, il faisait en sorte de faire des montages très rapides pour que justement, on soit toujours attiré par ce truc-là. Il y a toujours quelque chose de nouveau analysé. Il va dire, ah tiens, là, ce plan-là, tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis là en fond? Et donc, en fait, c'était vraiment ça. C'était d'intéresser le cerveau en permanence avec quelque chose de nouveau. Alors que finalement, sur le fond, il n'y avait rien avant. Donc, ouais, c'est ça, c'est marrant comme la forme joue beaucoup, ouais. Et des fois, Oui, je t'écoute. oui, pardon. Ouais, du coup, je pensais aussi à l'inverse quand il y a des moments qui sont trop longs. Tu sais, on dit c'est malaisant, etc. Quand il y a des silences trop longs ou que le plan d'une vidéo est trop long, il faut aller le couper un peu avant. Et du coup, est-ce que c'est lié un peu à ça, ce sentiment de malaisance, au fait que on laisse trop traîner, donc le cerveau il se dit mais j'attends un truc là. Enfin, il faut que quelque chose se passe et on panique parce que rien ne se passe. C'est un peu ça, non? Exactement. Et en fait, là, c'est encore un autre truc parce que Alexandre Astier il fait des trucs assez lents. On l'a vu sur Kaamelott numéro 6, enfin, sur le livre 6, quand il a pu prendre le temps de raconter les histoires. Pareil dans le 5, mais surtout sur le 6, où il est passé du format court à un format beaucoup plus long. Et dans ses films aussi, notamment, comment elle s'appelait, David et Madame Hansen, David et Madame Hansen, avec Isabelle Adjani, où il expliquait que c'est un peu à la méthode Michael Mann sur Hit ou sur Collatéral. Ça s'appelle le rythme lent. C'est-à-dire que c'est lent, mais il y a un rythme. Et le cerveau a besoin de ce rythme-là. Et là où ça crée du malaise, c'est quand il commence à plus y avoir de rythme du tout, quoi. C'est-à-dire que si tu attends quelque chose par exemple, tous les 4 temps, et que le truc arrive un coup aux 4 temps et demi, un coup aux 3 et demi, quelle que soit la longueur des temps, le problème qu'il y a, c'est que ton cerveau va avoir ce problème-là. Si tu regardes par exemple le cultissime de film de Sergio Leone, par exemple, Il était une fois dans l'Ouest, c'est que des plans qui sont interminables. Chaque plan fait 2 minutes, 2 minutes 30, sur juste le regard d'un mec, où la caméra se lève lentement depuis le train, elle passe au-dessus de la gare et on voit toute la ville. C'est des trucs qui sont très lents, mais tu es captivé du début à la fin. Il n'y a pas un moment où le cerveau s'ennuie, où tu passes à autre chose. Et pourtant, c'est vraiment très lent. Il n'a pas besoin de ce truc-là parce que Sergio Leone, il a calé la musique dessus, parce qu'il y a des plans qui sont sublimes, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Et donc, en fait, finalement, je pense que le cut, très rapide, est surtout là pour masquer quelque chose quelque chose de vide, en fait. Ouais, c'est ça, un défaut de réalisation, simplement. Un défaut parce qu'on ne sait pas raconter des histoires, parce qu'on n'est pas réalisateur ni scénariste. C'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça, s'il n'y a pas de fond, s'il y a rien à raconter, parce qu'effectivement, il y a l'image, mais il y a aussi ce que le cerveau, ce qu'on va entendre. Ouais, bien Ça peut sûr. être très intéressant d'entendre quelque chose sans forcément avoir une image en tout cas qui va nous captiver. Mais c'est vrai que l'image prend, je crois, sur les cinq sens, l'image prend 60%, je crois, de toutes les De ressources, l'intérêt, ouais. dédiées aux cinq sens, quoi. En particulier en facecam, plan avec une bibliothèque derrière soi, en général, c'est pas très changeant comme plan. Si c'est C'est ça ça. toute la vidéo, c'est pas. Il y en a qui s'amusent à faire changer la couleur de leur pull. Bon, après, voilà, Ouais, voilà, c'est ça. Après, des choix, hein. Il y en a qui font des gros zooms comme ça, oui. voilà, c'est ça. Voilà, bon, on fait avec ce qu'on a, quoi. Exactement. Ok. Et donc, du coup, dernier point, il veut des surprises. Ah non, mais ça, tu l'avais déjà dit. Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il C'est il le veut changement, les surprises, les trucs qui bougent, il quoi. veut, ouais, du changement et surtout voilà, être surpris. Mais bon, dans une certaine mesure, pas trop non plus, mais c'est ça, il veut qu'il y ait quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent, quoi. Une question de FL Reptile là sur à propos de l'histoire la plus séduisante. Est-ce que c'est celle qui est prise pour vrai par le cerveau, quoi? Est-ce que Euh, par défaut on va la considérer vraie ou réelle cette histoire séduisante? c'est justement ce que j'essaye de montrer dans mes vidéos justement sur le cinéma, sur ma chaîne, c'est que en fait, le cerveau, on peut le placer dans une configuration où il peut croire absolument à tout ce qu'on veut lui raconter. Il faut juste qu'on lui place un univers et rester cohérent avec cet univers. Mais à partir de là, le cerveau est capable d'assimiler absolument tout ce qu'on veut lui faire gober. Sauf, bon, il y a quand même une limite, il faut quand même qu'il y ait une base réelle suffisamment importante pour qu'il y ait quelque chose à quoi s'accrocher. Ouais. Voilà. C'est par exemple les gens qui sont des fans hardcore d'Heroic Fantasy vont avoir beaucoup plus de facilité à s'accrocher à un univers où il y a beaucoup de voilà, où il y a beaucoup de trolls, où il y a beaucoup de gobelins, des trucs comme ça, des animaux totalement fantastiques qui rappellent rien de ce qu'on connaît dans la vraie vie. Mais par contre, si quelqu'un qui n'a jamais vu ce genre de truc là, il va pas accrocher parce que ça va être trop loin de ce que lui connaît. Mais par contre, à partir de là, à partir du moment où on est cohérent, on peut lui raconter ce qu'on veut. Voilà, comme je disais dans la dernière, on peut mettre du son dans l'espace dans Star Wars, on se fout de la gravité, etc. Par exemple, dans Dragon Ball, les mecs peuvent éclater une planète en claquant des doigts. C'est cohérent et le cerveau y croit en fait. Le cerveau demande que ça. À partir du moment où c'est une histoire divertissante, il peut complètement croire à ce genre de trucs. Par contre, effectivement, il faut pas lui d'un coup changer complètement de paradigme et lui proposer autre chose, quoi. Ouais, du moment qu'aussi les règles restent les mêmes tout au long du film et les règles auxquelles on a adhéré, quoi, finalement. Mais limite, c'est ça, c'est-à-dire que ouais, quand je dis il lui veut de la surprise, c'est limite, il faut surtout pas, limite, lui donner ce qu'il a envie. Mais d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo de demain, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous, demain, vidéo 18h, Ouais. sur le fait qu'on propose du rien en misant sur le fait que ça va être une surprise. Il faut être sûr que la surprise soit à la hauteur, quoi. Ok, ça marche. Pas d'autres questions a priori. Tu peux enchaîner sur l'histoire de la vie, sur le Roi Lion. Exactement. Donc, il y a plusieurs types d'histoires et effectivement, il y a les histoires qu'on se raconte nous dans notre vraie vie. Et c'est pour ça que, notamment, quand on a tous des problèmes, on a des vies. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre sur le truc, mais il y a avant les gossips, il y a les infos, les informations, par exemple, un élément très important, très intéressant sur toutes les techniques vraiment de manipulation et sur comment on raconte des histoires. Par exemple, dans un journal télé, la même information ne sera pas traitée aux 13h comme aux 20h. Parce que les dispositions du cerveau sont différentes au fur et à mesure de la journée. Et par exemple, à 13h, on va avoir des informations, le traitement de l'information va être beaucoup plus joyeux, alors que vers 20h, le traitement va être beaucoup plus anxiogène, puisque le but des rédactions est de rendre notre cerveau disponible, hein, d'avoir du temps de cerveau disponible, ensuite pour vendre la lessive. Donc la même information sera traitée de manière différente pour que notre cerveau l'assimile au mieux pour eux. Et donc du coup, nous quand on arrive, effectivement, on a notre vie, etc. Mais on est friand d'avoir des informations et si possible les informations les pires. Parce que bien entendu, on va pas vous dire, sauf si vraiment l'histoire elle est très belle,
On va rarement vous dire que il y a une boutique solidaire qui a ouvert à côté de chez vous, que finalement tout va bien, que dans tel village ils ont fait un truc. On s'en fout en fait. On s'en fout. Ce qui propose ça, c'est Pernod aux 13h parce que le cerveau est plus disponible à 13h pour avoir ce genre de bonnes informations. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est surtout avoir du sensationnel, voilà, voir qu'il y a des inondations, voir qu'il y a des tempêtes, voir que c'est la merde, voir que... Et c'est vraiment le cerveau, notre cerveau de babouin a vraiment besoin d'avoir ce genre d'informations sensationnelles pour qui stimule nos tripes un peu, quoi. C'est ça, pour le stimuler, exactement. Donc ça, c'était limite le premier truc. Et puis en deuxième, il y a tout ce qui est ragot, les gossips, voilà. Il y a les people, mais après, il y a aussi beaucoup, et ça c'est entre le gossip et la mythomanie, mais il y a beaucoup, on va essayer de savoir qu'a fait le voisin. Alors en ville un peu moins, mais dans les petits villages, tout le monde va savoir absolument qui fait quoi, qui va où, il faut absolument que tout se sache. Donc voilà, moi quand je me suis marié dans un petit village. Dans les 15 jours qui ont suivi, il y avait, je sais pas, une vingtaine d'histoires différentes qui avaient couru sur le mariage de gens qui n'étaient même pas là. Mais tout le monde avait sa petite anecdote à raconter parce que voilà, c'est la petite histoire, voilà, c'est le petit truc. Et puis bon, voilà, comme on dit beaucoup, il y en a qui s'inventent une vie, il y en a qui s'inventent des problèmes aussi, beaucoup. Il faut trouver, voilà, c'est essayer de se monter le truc avec des histoires qui n'existent pas, avec les uns les autres. Encore une fois, je viens d'un petit village un peu consanguin où les frères et sœurs ne se parlent plus, par exemple, où il y a des cousins qui sont en bisbille depuis 4 générations. Ils savent plus pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, il faut s'inventer des histoires pour rompre la monotonie, en fait. Et donc, du coup, voilà, l'étape suivante, c'est raconter des carabistouilles, pour reprendre une expression de notre jeune président Macron. On est vraiment là-dessus. On s'invente des histoires, on s'invente des vies qui ne sont pas réelles, on les fantasme, on rajoute des trucs. Et du coup, un super truc nous offre ça, c'est Instagram. Et voilà. Pourquoi on sait un peu les raisons qui nous poussent à être dans l'illusion, quoi, dans la douce illusion, le virtuel, c'est tout simplement. On est plus heureux en s'imaginant des choses fausses parce que la réalité est trop triste. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est pas triste, mais la réalité elle est monotone. Je pense qu'en fait la réalité, si tu vis par exemple toute l'année au soleil, que t'as un bateau, que t'as une femme sublime avec des voitures sublimes, ta vie elle est rêvée, mais elle est monotone. Donc ton cerveau n'a plus aucune surprise en fait, et c'est beaucoup le problème aussi des enfants de riches qui comme on dit, qui doivent se trouver un peu de thrill pour pouvoir, voilà, il y en a qui vont voler, il y en a qui vont vendre de la drogue, etc. Alors qu'ils n'ont pas besoin financièrement, mais juste en fait leur vie il manque l'essentiel, c'est-à-dire la surprise. Il manque leur cerveau n'est plus nourri de quoi que ce soit. Donc il y avait tout un truc pendant un moment, je sais pas si ça existe toujours, ces émissions où ils montraient des gamines de 13-14 ans là où ils organisaient des anniversaires aux États-Unis, et où ils invitent des anniversaires ils invitent Beyoncé et tous, des anniversaires qui coûtent 14 millions d'euros. Voilà, tu dis une gamine qui a ça pour ses 13 ans, qu'est-ce qui va la faire encore rêver dans sa vie plus tard? Et en fait voilà, donc on va s'inventer des trucs. Des fois parce qu'on n'a pas la possibilité dans notre vie de vivre ce genre d'aventure. Des fois, on a la flemme de vouloir sortir de son petit confort pour pouvoir les vivre, ces aventures. Donc, on va essayer de se créer des petits trucs comme ça, histoire de donner à notre cerveau ce qu'il a besoin pour qu'en retour, il nous sécrète un petit peu de dopamine et qu'il dise ouais, c'est bon, j'ai eu ma petite dose de trucs. Donc, il y a un certain côté grisant, justement, de pouvoir raconter des histoires comme ça ou de les enrober. C'est sûr que tu pêches une carpe comme ça, bon, tu vas dire qu'elle est comme ça, quoi. Voilà, tu vas dire qu'elle est un peu plus, qu'elle est bon. Donc il y a tout ce truc là. Et d'ailleurs c'est ce que font très bien des comment on appelle ça, des jeux genre Candy Crush. Ils jouent vraiment là-dessus, sur ce côté frustration et récompense, c'est-à-dire voilà, on va donner au cerveau cette petite nouveauté, ce petit truc. Après être bien frustré, on va avoir cette petite sensation de truc, et le fait d'avoir des histoires à raconter comme ça fait ça. Sur les réseaux sociaux, ça va être le nombre de likes, par exemple. Ouais. On va mettre une photo, quand on va avoir beaucoup de likes, beaucoup de partages, on va avoir ce petit truc, notre cerveau va s'inventer un petit, ça y est, je suis quelqu'un d'important. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment dans la vraie vie, on essaie de se trouver
des petits trucs comme ça en plus. C'est fou parce que là tu parlais des réseaux sociaux et ils ont évolué dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que maintenant j'ai l'impression que dès que tu as la moindre petit like en plus par rapport à la dernière fois, tu auras une notification qui dit bravo, vous avez atteint plus de likes en pourcentage par rapport à la dernière fois, etc. Il y a vraiment des notifs pour tout et n'importe quoi, à tel point que ça en devient risible, quoi. Il y a une notif Facebook, c'est quelqu'un a passé le curseur, je sais pas si tu la connais cette notif là, je sais plus ce que c'est l'intitulé exact, mais en gros c'est quelqu'un a juste prévisualisé la page mais sans y aller, mais il a quand même vu le truc. Mais c'est ça. Ça devient n'importe quoi. Sur Twitter, c'est ça, c'est le nombre d'impressions. Tu regardes, tu as eu 10 000 impressions, puis au final, tu as 3 personnes qui ont cliqué sur le lien que tu as mis. Tu vois, il y a 10 000 personnes qui l'ont vu, puis au final, il y en a 9 997 qui s'en battent la race. Quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, on est vraiment. Apparu dans les timelines des gens, mais sinon. Mais non, mais c'est ça. Et alors, du coup, Instagram, par exemple, va supprimer le nombre, je sais pas s'ils l'ont déjà fait, mais ils suppriment le nombre de likes, par exemple. Parce que ça devient une véritable drogue pour les gens, où c'est la course au like. Par exemple, sur YouTube, ils ont supprimé le nombre d'abonnés exact pour éviter d'avoir ce truc-là. Léo Grasset, justement, avait fait une vidéo là-dessus sur le fait que qu'on devient. Ça devient une maladie, du coup, parce qu'on en attend toujours plus. C'est-à-dire que. Limite, voilà, nous à notre petit niveau, on va faire 1000 vues, on va être content. Bah ouais. Et puis d'autres, voilà, quand ils disent on n'a pas atteint le million de vues en 24 heures, c'est déprimant, quoi. Ouais, c'est ça. On se rend plus compte de ce que ça veut dire, en fait, c'est juste des chiffres. Mais c'est ça, mais c'est par rapport au truc. Genre, par exemple, en Formule 1, c'est assez marrant de voir des fois, enfin, parce que moi je connais la Formule 1, mais dans tous les autres sports, c'est pareil, où tu vois le deuxième qui tire une tronche pas possible, alors que le troisième, c'est le plus beau jour de sa vie, quoi. Finalement, il a fini derrière, mais c'est pas les mêmes échelles, donc du coup, mais pour quelqu'un qui gagne jamais, faire un podium, c'est exceptionnel. Pour quelqu'un qui gagne tout le temps, faire deuxième, ça a plus d'intérêt, en fait. Il y a besoin de quelque chose de plus, quoi. Et du coup, voilà, les réseaux sociaux nous offrent ce truc-là, ce truc de pouvoir justement nous offrir ce petit bout de vie un petit peu magnifié en plus. Et du coup, voilà, si on reprend, du coup, on a différents. Je sais pas si on. Ah oui, non, du coup, je vois mon curseur, mais je le bouge pas en live. Bon, bref. Oui, donc du coup, Instagram, effectivement, où on a ce côté vie magnifiée. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Bon, moi, j'ai peut-être un peu plus de recul aussi là-dessus que peut-être des ados ou trucs comme ça. Mais je trouve qu'Instagram, effectivement, c'est, on va pas mettre les mauvais moments, mais partager son quotidien, partager des anecdotes comme ça, voilà, mettre des photos de tournage un peu marrantes. Avec Cara, on avait fait quelques photos sympas qu'on avait mis sur Instagram. Bien entendu que c'est une mise en scène de notre vie, ça n'existe pas, c'est pas ça, c'est pas notre vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais en même temps, je trouve que ça fait partie du truc aussi, ça fait partie d'une certaine vie publique. D'un certain côté, avec YouTube, on a quand même ce côté un petit peu vie publique qui permet de donner ça. Maintenant, là où ça devient maladif, c'est quand effectivement notre cerveau, on demande toujours plus, quoi. C'est effectivement quand on arrive à un certain niveau, il faut passer le niveau encore au-dessus, et puis au bout d'un moment, on s'arrête plus, quoi. Donc il faut arriver à rester, à lui donner suffisamment au cerveau, mais pas trop non plus, parce que sinon il en attendra toujours plus. On entendra toujours plus. Du coup, Instagram, effectivement, est devenu vraiment ce truc de l'illusion où voilà, il y avait une vidéo très intéressante comme ça où il y a un mec, en fait, je sais plus si sa femme le quitte, enfin bon, en gros, il est déprimé complet, mais il va se prendre en photo, genre avec le petit bonnet de jogging, etc. Il se prend en photo, puis en fait, le mec est juste descendu de sa voiture devant un brouillard pour histoire de dire je suis tellement sportif, je fais les coureurs le dimanche matin. En fait, il remonte dans sa voiture et il met toute sa vie en scène comme ça. Et il a des likes. Et puis au bout d'un moment, il en a marre de ce truc-là. Et puis juste, il dit non, en fait, maintenant j'en ai marre de mentir. Voilà ma vraie vie. Et puis il explique, ma femme est partie. Et puis voilà. Et puis au fait, il voit le nombre d'abonnés diminue. Voilà, les gens n'ont pas envie de voir ça. Ils n'ont plus envie de voir cette vie finalement qui leur rappelle trop la leur. Il y a plus cette petite surprise en plus qui fait que il y avait un intérêt à regarder ça, quoi. Donc voilà, et je trouve que Instagram a pris du coup le relais de Facebook, où Facebook maintenant, encore une fois, c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que plus tellement de gens mettent leur vie sur Facebook. Maintenant, c'est plutôt Instagram ou un truc comme ça. Par contre, sur Facebook, on est abreuvé de vidéos, voilà, les réseaux genre TikTok, etc. Voilà, vidéos de 10 secondes, 20 secondes. Voilà, on est abreuvé de ces trucs-là, les speed paint.
Voilà, toute la journée, des nouveautés, puis on scrolle pour trouver des nouveautés, des nouvelles petites vidéos à regarder, des nouvelles petites photos, etc. Justement pour donner toujours plus à notre cerveau qui est en plus de ça toujours plus abreuvé. Donc à un moment donné, Et puis on est un peu tous complices. Là, depuis tout à l'heure, on critique, mais en fait, on est nous-mêmes dans le système, quoi. C'est-à-dire que non, non, mais moi, je me cache pas que je fais aussi des trucs comme ça, et je joue de ça. Je sais qu'on est des personnalités publiques entre guillemets, hein, à notre niveau évidemment, mais je veux dire, on crée un personnage. C'est ce que souligne justement Rémi de la chaîne 1 dans le chat. Qui souligne bien le fait effectivement on crée des personnages qu'on fait vivre à travers les réseaux sociaux, et on en est tout à fait conscient, et je pense que si les gens en sont conscients, mais on se ment tous un peu dans ça, tu vois, on est tous complices dans l'affaire au final, et on développe, ouais. voilà, une image ensemble, ouais, on s'amuse à développer cette image là qui est certes fausse et peut-être mauvaise, pernicieuse, mais finalement on est content avec ça, tu vois, c'est Oui, mais alors du coup, c'est ça. C'est-à-dire que là, je suis d'accord. Le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, le fait de dire si tu vas taper sur la tête de quelqu'un avec un marteau, le problème, c'est pas le marteau, en fait. C'est le problème, c'est celui qui le tient, quoi. ouais. Et donc, on a ce truc-là. Une fois, c'était il y a 2, 3 ans, je me fais arrêter dans la rue par un mec. J'étais sur mon téléphone en train de jouer à Pokémon Go. Et un mec il me dit, ah, vous savez, ce truc-là, ça vous ferme complètement au monde, hein. Je dis, bah écoutez, là je suis en train de revenir d'une balade de 15 minutes que sans ce jeu-là je n'aurais pas fait. J'ai visité mon quartier que sans ce jeu-là je n'aurais pas fait. J'ai découvert des petites ruelles, des petits trucs sympas que je ne connaissais même pas, alors que ça fait 2 ans que je vis à moins de 50 mètres et que je ne connaissais pas et que j'aurais pas connu sans ce jeu-là. Et je dis, grâce à ce téléphone, j'ai des amis d'enfance à qui je discute tout le temps et qui habitent à La Réunion, au Québec. Donc, même s'il y a des travers, ce que ça nous offre, faut pas l'enlever. Et le fait, nous, de se créer un personnage, ça, du coup, voilà, c'est par exemple le dernier thème, là, c'est Photoshop. Quand je vais faire une vidéo, bah, avant, je repasse mon t-shirt. Mon Ouais. t-shirt va raconter un truc. Alors, j'ai rien contre Linguisticae, mais c'est vrai que quand je vois ces vidéos qui sont extrêmement intéressantes et que je vois qu'il est présent avec un t-shirt froissé, oui. Bah, ça raconte aussi une histoire sur lui, sur la personne qu'il a envie de faire paraître, ou peut-être que Mais c'est aussi lui exactement. naturellement. Et c'est Enfin, exactement ça. Mais du coup, je me dis, en tant que personnage public, on se doit d'être propre, on se doit de pas avoir de bout de salade coincé dans les dents, on se doit d'être coiffé, hein, du coup, un minimum. Voilà, donc c'est ça, on se doit d'être suffisamment présentable parce que on a une responsabilité en tant que passeur, voilà, ou en tant que si on fait du divertissement, etc. Pour moi, ça, ouais. ça raconte aussi quelque chose. Et le fait d'arriver les cheveux gras, le t-shirt par passé, alors bon, c'est sûr qu'il y a plein de gens Moi, je télé, repasse rarement mes t-shirts, hein. voilà, nous, on est Confession. sur Internet, on a une communauté qui est quand même, somme toute restreinte, et puis voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand je vois des gens arriver à la télé qui sont dégueulasses, qui ont les cheveux sales, les machins, pour moi, c'est un manque de respect, et Ah c'est ouais. l'histoire qu'on me raconte, c'est-à-dire que même si le mec c'est un spécialiste pour moi, il y a un manque de respect. Il y a un moment donné, tu te dis, bah, c'est comme si tu vas en réunion, tu te dis, bah là, il y a la grosse réunion annuelle, bah avant, tu bouffes pas un aioli en arrivant en puant de la gueule. C'est un manque de respect. Voilà, c'est des trucs comme ça, où ça aussi, ça raconte une histoire sur la personnalité. Il y a vraiment tout ça, les expressions, votre corps, enfin, tout ça raconte une histoire. Et effectivement, ça fait partie de ces trucs-là. Donc, bien entendu, que créer une image, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif? Bah non, moi je vais pas forcément me paraître. Alors je suis pas très différent dans mes vidéos que je suis dans la vraie vie, mais je vais essayer de paraître le plus propre possible, le plus soigné. Alors Oui. que dans la vraie vie, voilà, j'ai mes lunettes, j'ai ma capuche, Non, mais je c'est suis très en bien les classe. lunettes. Et bon voilà quoi. Bon, je mets pas Ah, de pantalon pour les vidéos si vous avez vu ma FAQ la dernière ouais. fois. Et vous le voyez pas quoi. Je suis pas juste. Ah, je trouve que t'es un peu dur avec le style et la forme que devraient prendre les gens, je trouve. Enfin, disons que enfin, après, ils peuvent aussi véhiculer l'image enfin, être habillé plutôt à la cool ou être pas aussi propre sur soi que ça peut aussi véhiculer l'image d'un côté un peu plus libéré, on va dire, libre de penser, libre de communiquer, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, tout dépend, il y a des extrêmes aussi. Bon, après, je pense que c'est un débat, on n'est pas forcément pas obligé Non mais d'être c'est ça. d'accord, mais. Et tu vois, non, mais c'est vraiment ça. Là, on revient sur le fait que bah, c'est très sur le ressenti, sur le vécu.
Et effectivement, il y en a qui, la plupart des gens vont pas s'en soucier, quoi. Mais Mm. par exemple, voilà, nous avec Cara, on a un travers qui fait qu'à chaque fois, en étant graphiste, motion designer, ben, quand on voit des effets spéciaux ratés à la télé, quand on voit des fonds verts mal incrustés, ça va nous péter à la gueule parce que on a cette grille de lecture, on a cette petite brique automatique qui fait que automatiquement, nous, ça va nous raconter que ben, soit ils ont pas le budget, soit ils ont pas le temps, soit le mec savait pas faire, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que quand tu vas voir un truc comme ça, je dis bon, maintenant quand c'est comment il s'appelle dans ton corps, Méniel, comment il s'appelle? Je me souviens plus de son prénom. Julien Méniel, je crois. Quand tu vois qu'il arrive et qu'il est en blouse blanche, que tu vois clairement qu'il est sur un fond vert, que c'est mal détouré, etc. Je me dis le mec c'est pas un professionnel de la vidéo, ça me dérange pas. Ce que ça me raconte, ça me raconte juste que c'est un mec mais qui est pas professionnel de la vidéo et ça va pas me gêner sur son discours en général. Voilà, maintenant quand je vois ça dans une émission sur M6, ça me pose plus de problèmes. Donc c'est ça après aussi par Ouais, rapport t'as à un regard, t'as une histoire toi aussi, t'as une expérience de la qualité vidéo et donc forcément t'as un œil analytique qui est un peu ouais, plus développé que peuvent l'avoir d'autres personnes dont moi. Et c'est vrai qu'aussi, comme le souligne Sahel Aîné, ou Sahelen, je sais pas trop comment on prononce, désolé, il y a, voilà, c'est l'histoire sans fin de qu'est-ce qui est le plus important entre le fond et la forme. Je pense que tout le monde est un peu d'accord pour dire que les deux sont importants, mais ça. après, voilà, chacun met plus ou moins de poids sur l'un ou sur l'autre. Et si tu t'intéresses uniquement au fond, enfin, certains pourraient dire le fond est comme un peu plus important, mais moi je suis aussi d'accord pour dire que la forme supporte le fond quelque part, et tu peux avoir un fond, tu veux vouloir faire passer un message, mais comme l'habillement et l'habillage plutôt, pardon, est un peu mal fait, bah, du coup le message va pas forcément pouvoir passer correctement. Mais c'est Donc ouais, c'est voilà. un esprit sain dans un corps sain et ça va en fait surtout quand il y avait la vidéo par exemple de Stardust qui explique en gros que Armageddon est une merde, il se fait pourrir en disant que derrière ah oui mais on n'est pas là pour ça, toi t'es un spécialiste de l'espace, nous on vient voir un divertissement. Hmm. Ouais, on est d'accord, on peut réécrire des règles de la physique etc. Le problème qu'il y a encore une fois c'est de s'y tenir et le fait de dire oui il y a le fond et la forme, bien entendu qu'il y a le fond et la forme. Mais par contre, le fait de soigner les deux montre aussi un intérêt, montre aussi que quand on raconte quelque chose, on peut le raconter de la meilleure manière possible. Et par exemple, ça m'est arrivé notamment sur ma vidéo sur Werner von Braun où bah, mon lapin avait bouffé le câble de mon micro au moment où j'ai commencé à tourner, donc j'ai dû tourner sans micro. Ouais. Ça me fait vraiment chier parce que Hmm. le son est dégueulasse et que même si la vidéo en soi est finalement la même, j'ai rien changé par une ligne de mon script, mais du coup, bah ouais, ça fait style, ouais, j'ai pas eu le temps d'aller acheter le micro pour vous donner une vidéo de Ouais, qualité. ouais. Donc en ça, aussi ça raconte un truc, mais ça peut aussi raconter que bah, c'est des youtubeurs qui n'ont pas les moyens, c'est des youtubeurs qui n'ont pas, voilà, c'est tout à fait, ça va aussi avec le truc. Mais effectivement, c'est là où, effectivement, en tant que professionnel, on va dire, de l'image, que ce soit les graphistes, les gens du marketing, etc., ils ont ce devoir de maîtriser tous les aspects de la communication, Ouais, bien sûr. justement, que ce soit à la fois beau et à la fois pratique et à la fois intéressant, etc. Donc, il n'y a pas que, il a pas que ce truc-là, quoi. Il n'y a pas que la forme ou le fond qui compte, les deux sont importants. Alors, 2 secondes, Je vois qu'au niveau de la forme, la batterie de ton c'est ça, ordinateur va s'effondrer, donc c'est il faut ça. trouver un moyen de faire survivre ton Hop. ordinateur. Mais il n'y a pas de problème, en tout cas, intéressante discussion sur eh bien, sur les réseaux sociaux et même, je pense que sur le design en général, parce que comme tu le soulignes, en C'est ça. fait, le design a aussi mais c'est pas juste pour faire joli, en général, ça Non, supporte aussi le fond et le message, et tout raconte une c'est ça histoire. qui nous Ouais, plaît. Voilà, c'est ça, c'est raconter, bah faire là, passer des j'ai mis messages. Photoshop il y a 2 ans ou 3 ans de ça. Et je sais plus. Oui, effectivement, j'ai un peu bougé. Là. Il y a 2 ans de ça, il y a une loi qui est sortie qui s'appelait la loi Photoshop, qui oblige les gens à mettre photos retouchées. Hmm. Parce qu'il y a eu des groupes de pression qui font que, etc. C'est pour moi la pire des conneries. Alors, attention, hein, on touche pas à la vie des gens ni rien du tout, il y a beaucoup plus grave. Mais intellectuellement, je trouve que c'est une des pires conneries qui a été faite, c'est cette loi Photoshop. Quand on prend en photo quelqu'un,
on le maquille, on l'éclaire. Le photographe va prendre un certain appareil photo avec un certain grain, il va utiliser certaines techniques, etc. Le fait d'être éclairé par au-dessus, ça va faire ressortir les abdos. Le fait d'être éclairé sur le côté, ça va faire ressortir certains grains de peau. Donc déjà, avant même que la photo soit dans l'appareil, il y a déjà cette mise en scène pour te raconter quelque chose. Photoshop n'est qu'un outil supplémentaire pour raconter quelque chose. Le fait que sur une affiche de parfum, une nana soit parfaite, le but, c'est de raconter le parfum, c'est pas de raconter la nana. Voilà. Et quand on dit, oui, il faut laisser les vergetures, les machins, les vergetures racontent une histoire. Et c'est pas négatif. Il faut juste apprendre aux gens que un défaut n'est pas négatif. On va mettre des rides sur quelqu'un, ça va raconter qu'il a un certain âge. Maintenant, si tu es, comme ils font beaucoup, maintenant il y a beaucoup plus de femmes de 50, 60, 70 ans, Hélène Mirren fait de la pub, etc. Donc quand on met Hélène Mirren en photo, eh ben oui, on la met comme elle fait de la pub pour les cheveux blancs, on fait en sorte qu'elle paraisse vieille, on va pas lui gommer les rides, mais parce que c'est ça que ça raconte. Maintenant, le fait de dire, si on fait un truc pour les femmes enceintes ou pour des femmes, pour peu importe, les vergetures peuvent avoir, parce que ça a été beaucoup le débat, je parle de ça, c'est vrai que c'est un peu débile, mais ça a beaucoup fait débat à l'Assemblée, ils parlaient de ça, les députés qui se tapaient sur la gueule parlant des vergetures. Je dis, mais juste, il faut éduquer les gens, surtout, arrêter de tout surdramatiser sur tout ça. En fait, si tu veux, quand t'es en connaissance de cause et que tu sais que c'est retouché, etc., tu peux prendre du recul, mais la plupart enfin, c'est pas pour dire que les gens sont cons, mais en gros, l'idée, c'est que quand même, ça véhicule des images. Au-delà de faire de la pub pour un parfum ou un produit quelconque, t'associes à ce parfum ou ce produit une personne et cette personne elle a un physique, elle a une histoire quoi, et donc du coup tu peux t'associer à cette personne-là, enfin te projeter en elle et te dire j'aimerais bien du coup lui ressembler. Enfin, ce que je veux dire, il y a plein de mécanismes. On n'est pas là en train de sélectionner juste le parfum ou juste le produit, c'est bien plus complexe. J'ai l'impression que on fait des associations d'idées qui sont fausses, même si c'est pas voulu par la pub, tu vois ce que je veux dire initialement. Mais complètement. Et c'est pour ça que je dis qu'intellectuellement c'est une connerie, c'est parce qu'en fait, au lieu d'éduquer les gens, déjà à s'accepter comme ils sont, à faire plein de trucs, le problème qu'il y a, c'est que le mec qui fait de la pub pour le parfum, le problème c'est pas tellement le parfum, le problème c'est qu'il faut qu'il soit lui plus vendeur que le petit copain d'à côté. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, on va dire, oui, mais attends, Charlize Theron, déjà rien que quand elle est née génétiquement, elle avait un avantage physique par rapport à d'autres. Donc déjà, il y a une première sélection. Et puis après, il y a tout le reste qui fait que Photoshop, finalement, c'est tellement anecdotique par rapport à l'ensemble de la mise en valeur du produit, la mise en valeur de la personne ou peu importe. Et ça, c'est absolument pour tout. De la même manière que quand tu vas vendre une voiture, tu vas pas la vendre sale. Pourtant, tu vends la même voiture, mais tu vas nettoyer les portes parce que ça va raconter l'histoire que c'est une voiture saine, c'est une voiture qui a pas trop souffert, qui a pas trop vécu, etc. Donc voilà, c'est un ensemble de trucs. Et le fait de dire, oui, mais il y a des gens qui vont mal le prendre, ouais, mais en fait, c'est ça qu'il faut gérer, mais ça, c'est un problème à part, en fait. C'est pas le problème de comment on raconte les histoires, en fait. Et c'est un truc global. C'est un truc global. Après, que les acteurs soient beaux, physiquement, machin, oui, c'est leur métier de travailler avec leur corps et d'avoir une apparence qui fait que, voilà, maintenant, il faut éduquer sur les faits que, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes vies. Donc, effectivement, ce que notre corps, ce que nous, visuellement, on raconte, n'est pas la même chose que ce que racontent les acteurs. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut plus jouer, mais sur l'éducation, plus que sur le fait de taper sur... À ce moment-là, je veux dire, tant qu'à faire, on va éliminer le maquillage, l'éclairage, etc. Parce que, encore une fois, le but étant d'avoir vraiment quelque chose de... le but, c'est pas d'être bon, le but, c'est d'être meilleur que le copain en face. Enfin, encore une fois, c'est ça le problème, quoi. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai mis Google+, une image avec Google+, donc là, ça raconte que le mec est complètement dépassé, tu vois. Par la technologie, ouais. La technologie complètement à la ramasse avec le vieux logo Instagram en plus. Non, mais je trouve que c'est intéressant comme discussion et je pense qu'on pourrait passer la soirée à discuter de ça parce que moi je pense toujours qu'il y a des dommages un peu collatéraux à ces choses-là, enfin de toute façon, parce que on fait des associations d'idées qu'on voudrait pas faire ou qu'on le fait naturellement et donc du coup malgré nous on va dès qu'il y a un être humain en particulier sur une affiche, ça va forcément on va se dire que la personne, l'être humain représente une certaine norme de société, puisque c'est la société qui nous le montre. Donc forcément, même si c'est pas voulu, enfin, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Donc
Ouais, mais c'est ça, parce que dès le départ, on nous a préfabriqué des petites briques, et c'est là-dessus, c'est sur ces petites briques-là qu'on s'accroche, justement, pour ça. Et puis, à force de voir toujours les mêmes stéréotypes, les mêmes standards, Ouais, effectivement, naturellement, on va vers ça, quoi. ouais. Moi, Bon, hein. je te propose de continuer un peu, du coup, Oui, bien sûr, un ouais. peu plus ce sujet. Du coup, voilà, on va passer tout ce qui est au-delà de tout ce qui est réel et des vies qu'on s'invente. Après, effectivement, il y a tout ce qui est fiction, tout ce qu'on raconte. Donc, voilà, on l'a déjà un peu évoqué, le fait de raconter de la fiction réelle, Hmm. c'est-à-dire les séries télé, genre Plus belle la vie, etc., qui s'inscrivent dans du réel et qui racontent des histoires, on va dire, un peu extraordinaires, qui, en plus de ça, le scénariste, l'écrivain, lui, va avoir tendance à magnifier un petit peu les choses, justement parce que ça donne du contraste, ça donne du relief. Et le relief, on l'a pas forcément dans notre vie tous les jours. Donc là, effectivement, dans la fiction, le but est d'arriver à trouver des histoires suffisamment plausibles pour que ça s'inscrive dans du réel, Mhm. mais avec suffisamment d'intérêt, suffisamment de nouveauté. Et c'est l'avantage de pouvoir écrire. Je n'ai pas de bonnes histoires à vous conter. C'est Siri Intervention, ça fera un bon clip ça pour Twitch. Merci. Ouais, c'est ça. Merci Siri pour ta Clairement, participation. merci Siri. Et ouais, donc du coup, c'est ça, c'est la fiction. Et là, justement, et la fiction existe depuis la nuit des temps. Il y a une réelle fonction, notamment au niveau du développement cérébral des enfants, Mhm. notamment à travers les contes, etc. L'histoire, elle est là pour. La fiction, elle est là pour à la fois dédramatiser, à la fois pour exorciser, pour mettre en lumière certaines situations de notre quotidien et surtout pour nous faire rêver, pour nous évader, pour nous donner autre chose. Et c'est pour ça que, je ne sais plus qui c'est qui disait, quand les nazis brûlaient les livres, il disait, en gros, la civilisation sera morte le jour où il n'y aura plus aucun écrivain pour raconter des histoires. Et on est vraiment au point où, de toute façon, on le voit avec l'explosion des séries, notamment grâce à Netflix, où on a ce besoin permanent de raconter des histoires. Mhm. Mais de la même manière qu'on a besoin du boulanger, qu'on a besoin des mecs pour envoyer des fusées dans l'espace, des ingénieurs, etc. L'histoire, c'est pas juste quelque chose, c'est pas du loisir, c'est vraiment un besoin qu'a notre cerveau également de pouvoir s'évader avec ce genre de trucs-là. Et ensuite, on a donc au-delà des histoires dans le réel, dans notre monde, il y a aussi des histoires imaginaires. Voilà, les Star Wars, hein, notamment, parce qu'on est en plein dedans. Tout ce qui est fantastique, la Dark Crystal qui est ressortie récemment. Donc on a vraiment ce besoin de créer des univers qui sont imaginaires et qui n'existent pas, pour pouvoir nous créer, encore une fois, une projection qui va au-delà, tellement on est abreuvé d'histoire. Il faut des fois qu'on aille encore au-delà de ce qu'on connaît et d'avoir quelque chose De nouveau. de nouveau. Ouais, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous, pour le développement. Et justement, par exemple, dans les favelas à Rio, il y a une association qui a développé, parce qu'il y a beaucoup d'éducation qui a été faite pour sortir les gamins de la drogue, des gangs, etc. Et un des trucs qui a le mieux marché, c'est le fait qu'ils ont repeint toute leur maison avec des couleurs extrêmement chatoyantes. Voilà, il y a du rouge, du jaune, du vert, du bleu. C'est vraiment des couleurs très flashy. Et les gamins venaient dessiner donc sur les murs des voisins, sur le mur de tous ces trucs-là. Ils venaient dessiner, eux, leurs propres imaginaires, leurs propres trucs. Donc ils avaient cette possibilité de raconter leurs histoires, de les transmettre, de pouvoir de coucher ce qu'ils avaient en tête. Et ce truc-là a eu en 18 mois l'effet qu'a eu l'école en 10 ans, pour sortir les gamins de la misère, pour réhabiliter ces quartiers, pour faire en sorte que, voilà, pour de nouveau les faire rêver. Parce qu'au final, quand il n'y a plus rien pour faire rêver, il reste la drogue, il reste les sectes, il reste ce genre de trucs-là qui viennent récupérer des cerveaux qui sont malades, en fait. On est vraiment là-dessus, quoi. Ok. Donc voilà. Alors du coup, j'ai noté un petit truc que j'ai vu. C'est plutôt bien. Là, on parlait que des aspects négatifs, mais finalement, c'est un des points plutôt forts de la fiction, enfin de l'imaginaire et du fait que notre cerveau aime bien les histoires, c'est de trouver des solutions un peu créatives qui permettent de résoudre des problèmes sociaux, quoi. Complètement. Mais en fait, encore une fois, les points négatifs, en fait, ne sont pas ni par le support, ni par
ni par c'est ce qu'on en fait, concept, quoi. uniquement par l'utilisation, exactement. Ouais, c'est ça. Typiquement, Instagram, c'est fabuleux. C'est juste que l'excès d'Instagram, et c'est comme l'excès de tout, en fait. Hein. Je veux dire, c'est vraiment ça le truc, en fait. C'est d'arriver toujours à rester dans un équilibre, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ça fait partie des trucs que Pixar met en ligne sur les règles. Il y a, je crois, une quinzaine de règles d'or pour quand on écrit une histoire. Et ça là me touche particulièrement parce que c'est vraiment quelque chose, je dis toujours, je préfère quelqu'un qui essaye 100 fois plutôt que quelqu'un qui réussit une fois sans essayer, quoi. Et apparemment, d'après Pixar, ils sont un peu là-dessus, c'est la règle, c'est notre cerveau adore voir des héros qui essayent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui essaye de s'en sortir, qui met toute son énergie pour ça. Et ça, notre cerveau adore ça, quoi. Voir des gens dans l'adversité. Bon, c'est le principe d'une histoire. Hein. S'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'histoire. Mais ouais, c'est vraiment le fait de voir des héros essayer. Ça, c'est vraiment un gros kiff pour nous, quoi. Ouais, parce qu'on s'identifie plus facilement aussi, quoi. Ça nous rappelle nous. C'est exactement ça. Et même sans réussir. C'est rare, surtout au cinéma. Mais ça arrive que des fois, les héros échouent. Mais en tout cas, le fait d'avoir essayé, ça donne vraiment du bonheur, ça donne vraiment de cette satisfaction de trucs. Et après, voilà, il y a le fait qu'on attend nous en mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, on veut des super-héros, on veut des Sangoku. Les mecs, ils peuvent voler, ils peuvent se téléporter. Ils sont extrêmement forts. Des gens qui sont invincibles, etc. On a vraiment ce besoin d'avoir nous en mieux. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce besoin-là, on le transpose aussi dans notre vie. Et nous, quand on cherche les extraterrestres, on cherche pas des extraterrestres. On cherche pas une autre forme de vie. On cherche nous en mieux. Ouais, exact. Ouais. C'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que si on trouve quelque chose, si c'est une algue, bon, voilà. On s'en fout, hein, et c'est pas nous en mieux. Voilà. C'est l'histoire. Ouais, c'est toujours ça rejoint en fait tout ce que tu as déjà dit sur la quête d'aller toujours plus haut, de rechercher plus loin, plus fort, plus tout, quoi. C'est ça. Ouais. Bah, il y avait, je crois que c'était le dernier Star Trek, là, enfin le dernier film Star Trek, là, Into Darkness, où il commence le truc où il y a un gars qui dit vous nous attaquez, vous les humains. Alors c'est filmé de telle manière qu'on a l'impression que c'est un monstre. En fait non, c'est un truc qui fait 10 cm. Du bon, ben voilà, c'est exactement, si on tombe là-dessus, on va faire ouais, bon, ok, super. Donc ouais, ça, du coup, j'aurais dû le mettre au-dessus. Le bonheur, voilà, c'est le cerveau, lui, ce qu'il adore, c'est les redresseurs de tort. C'est le fait de voir le bonheur, voilà, que ça nous procure quand on voit quelqu'un rétablir l'ordre des choses. Et c'est là où ça devient très dangereux. Là, du coup, je vais pas te faire plaisir. Le film qui a été considéré comme le film le plus fasciste de l'histoire, c'est Le Justicier avec Charles Bronson. Où c'est un mec, en gros, je crois que je sais plus, sa fille se fait tuer ou violer, moi, quelque chose de très festif. Et en gros, il va retrouver les gars et il va tous les dézinguer, un par un, méticuleusement, voilà. Un peu comme Taken d'ailleurs. Voilà, Taken, le mec qui va sauver sa fille, il tue à peu près 150 personnes. Mais le bonheur qu'on éprouve en rétablissant les choses, il n'y a aucune justice là-dedans, il n'y a aucun procès, le mec c'est juste un justicier bête et méchant, il va, il bute, il tue, et notre cerveau en redemande. Et du coup, quand on voit qu'au final, le message qui est derrière est quand même pas terrible, mais que notre cerveau en est ultra fan, ça explique aussi beaucoup de choses dans notre vie, dans nos sociétés, d'un point de vue culturel, etc. Ça en dit aussi long sur comment se passent les choses, justement, parce que le cerveau a besoin de ce truc-là, quoi. Il a envie de voir des trucs comme ça se passer, malheureusement. Donc bon. Comme quoi, je sais pas si c'est dû au fait qu'on a plus ou moins une morale naturelle. Enfin, je sais pas si on peut dire morale naturelle, mais on a envie que les choses soient d'une certaine manière. Alors après, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est plus ou moins des codes de société? Je vais pas me prononcer là-dessus parce que je suis pas du tout connaisseur. Mais société, ouais, c'est beaucoup des codes de société, beaucoup de notre point de vue aussi. Voilà, j'ai vu une vidéo très intéressante justement qui parlait de ça, où en disant bah oui, nous on a beau voilà, tu vois, je porte un superbe t-shirt. Ce t-shirt a probablement été fait par un enfant de 4 ans. J'en sais rien, je m'en fous. Et du coup, pour cet enfant de 4 ans, c'est moi le diable, en fait. Enfin, je m'en fous pas, c'est pour extrapoler, bien entendu, que je reste quand même assez sensible à cette éthique-là.
Mais c'est vrai que ça m'empêche pas de dormir. Mais d'un certain côté, le gamin qui exploitait à l'autre bout du monde, ben pour lui, c'est moi le diable, c'est moi alors que j'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un de normal et de moral, quoi. Donc c'est tout, encore une fois, c'est tout un débat, c'est tout un truc, mais effectivement, ouais, non, le bien, le mal, c'est beaucoup culturel et beaucoup une question de point de vue, quoi. Mais surtout, voilà, quand en plus de ça, notre cerveau, surtout si on n'en a pas conscience, que notre cerveau demande des trucs qui peuvent être aberrants, c'est comme la corrida ou des trucs comme ça. Bon, après, chacun est libre d'être pour ou d'être contre, mais la corrida, effectivement, va procurer des sensations, va procurer du plaisir à notre cerveau, ou même manger voilà, des animaux, des trucs comme ça, effectivement, ça va procurer des sensations à notre cerveau, même si les conséquences derrière, bah, c'est de la maltraitance, etc. Effectivement, on est finalement cet aspect-là, notre bien-être prévaut sur le reste des considérations, quoi. On va pas parler de la cigarette non plus parce que là. Voilà. Ok, super. Et donc du coup, on en arrive aux plus fabuleuses des histoires, les conspirations. Et donc là, effectivement, quoi de plus génial comme histoire que les conspirations? Alors ça, c'est justement tout le débat, tout le truc de comment lutter contre ça. Parce que bah, alors c'est pas forcément pour un cerveau non averti, mais c'est quand même les plus fabuleuses des histoires. Les conspirations, c'est quand même, il y a deux trucs. Dans les conspirations, il y a le fait que d'un côté, on a une vie de merde, bon, tous plus ou moins à une certaine échelle, et puis surtout à comment on veut bien l'apercevoir, notre vie de merde, hein. On ne regarde jamais le voisin qui réussit moins bien, on regarde toujours le voisin qui réussit un petit peu mieux, et on se dit, ouais, pourquoi pas moi? Donc du coup, voilà, il y a les boucs émissaires, donc c'est bien, on va taper sur les immigrés, on va taper sur les juifs, on va taper un peu sur tous ces gens-là. C'est très très sympa, ça donne une super opportunité de nous pas se remettre en cause, et ça donne toujours des histoires qui sont fabuleuses, parce que ben là, si on commence à imaginer une société secrète, là le cerveau il dit, ouh, super histoire, quoi. Et on se dit, les juifs, ça fait 5000 ans, ouais, les richesses, oh putain, super. Les immigrés, alors là, après on va commencer à imaginer des gens de culture exotique qu'on ne connaît pas, et puis du coup qui viendraient nous agresser, nous voler, nous machin. Alors de suite, le cerveau il est en pleine ébullition, parce qu'il se dit, waouh, on a tous ces trucs-là, quoi. Et puis après, il y a l'autre truc, c'est que ça, c'est pour notre vie de tous les jours. Puis après, il y a la vie exceptionnelle, genre le 11 septembre, le crash d'un avion, etc. Où là, notre cerveau, à moins d'être vraiment, d'avoir une remise en question, d'avoir vraiment cette éducation, et encore une fois, cette éducation, c'est pas un jugement de valeur entre ceux qui ont fait des études, etc. C'est vraiment le fait de se rendre conscience de ça, d'éduquer notre cerveau à ce fait-là, qui est que des fois, des trucs exceptionnels se produisent sans raison. Juste ça, il n'y a aucune raison, voilà, c'est juste comme ça. Et là, du coup, l'histoire, elle est plus du tout belle, quoi. C'est juste que tu as un truc en face qui est vraiment exceptionnel, et on dit, bah oui, c'est la faute à pas de bol. Non, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas ce truc-là. Et on le voit quand il y a des crashs d'avions où on n'a pas retrouvé les boîtes noires, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a des secrets politiques, etc. Il y a beaucoup des espions, des machins. Et même pas 15 jours après, mais 3 jours après, les gens disent on veut la vérité. C'est-à-dire que personne ne la connaît. Oui, pourquoi vous ne nous dites pas la vérité? Mais parce que personne ne la connaît, parce que il y a des chances qu'il n'y ait rien à dire. Et quand on leur explique que oui, c'est une sonde Pitot qui, voilà, l'avion est tombé. Ah oui, mais alors du coup, on va imaginer de pourquoi il n'y a pas un satellite qui suit chaque avion dans le monde. Puis on va se dire, ah oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un espion, machin? Parce que quand tu perds des proches dans un truc aussi con qu'un crash d'avion, te dire c'est la faute à pas de chance, l'histoire, le cerveau, il en veut pas. Ça suffit pas. Il faut quelque chose. Des raisons. Légèrement. La rationalité, quoi. C'est ça. Il faut quelque chose de supérieur à l'histoire absolument exceptionnelle. Et voilà, qui n'arrive jamais, voilà, qui pas dans le sens génial. Il faut que l'explication soit au moins équivalente au drame et au choc que le cerveau a vécu en entendant cette histoire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des complots absolument incroyables. On a vraiment ce truc. Là, j'ai vu l'autre jour comment il s'appelle, James, je sais plus là, le pape absolu du complotisme américain. C'est un fou furieux, quoi. C'est un fou furieux. Et après, on en arrive au fait que on a des gens qui ne font plus vacciner leurs enfants. Ouais.
parce qu'ils ont entendu un truc, voilà, comme quoi ça causerait l'autisme, etc. Donc quand on leur dit, bah non, regardez, il y a des études, tu leur présentes une étude, bah, l'histoire, elle est pas belle, quoi. Ils s'en foutent. L'histoire est pas intéressante, elle est moins intéressante que l'histoire de s'ils sont vaccinés, leurs gamins vont choper l'autisme, etc. Et du coup, il y a des gens qui meurent actuellement dans le monde parce que ces gens-là ont préféré une histoire plus séduisante à la base. Et on a vraiment ce truc-là, on a vraiment ce truc. Ouais. Les complots naissent de ça. Voilà. Alors, les titres putaclic, on est vraiment sur ce truc-là aussi. Où on va absolument, il faut faire du clic, il faut appâter la personne avec une histoire qui puisse paraître sensationnelle, même si derrière il n'y a rien, c'est que du vent, etc. Mais voilà, un astéroïde qui passe à 5 millions de kilomètres, il va frôler la Terre. Ouais, c'est ça. Bon, okay. Après, tu parlais de ces gens-là, mais pour nuancer un petit peu, ces gens-là, ils sont parfaitement comme nous, en fait. Enfin, c'est ça aussi qui est assez, peut-être un peu pas alarmant, je vais pas dire ça comme ça, mais il faut pas croire que les complotistes sont des gens qui sont atteints d'une maladie ou qui ont une dégénérescence ou je sais pas quoi, mentale. Non, pas du tout. En fait, c'est des gens tout à fait constitués normalement et qui ont de la raison, une approche aussi méthodique pour essayer de résoudre des problèmes, etc. Et tout à fait logique dans leur logique à eux. Et en fait, même pour prendre le contre-pied, nous-mêmes qui pensons des fois être très rationnels et avoir une logique infaillible, on a nous-mêmes notre propre biais et nos propres croyances et nos propres complots finalement sans le savoir, parce que souvent c'est des petits trucs ou des mini trucs de superstition, des choses comme ça, parce qu'en fait on sait pas trop, on vit avec et c'est pas dangereux, c'est innocent. Après effectivement, comme tu l'as souligné, ça devient dangereux, en particulier quand ça touche à la santé publique par exemple. Tu as souligné les vaccins, effectivement ça devient plus un problème, ou quand ça devient vraiment quand c'est vraiment des notions de base scientifique comme le fait que la Terre soit plate, par exemple, du coup elle est ronde là. Et voilà, ne pas savoir ça, par exemple, ça peut. Non, mais voilà. À l'inverse, parce qu'effectivement, c'est ce truc-là. Nous, on va avoir une approche un peu plus scientifique. On va aller voir sur certains aspects. Effectivement, moi, après, j'ai un collègue, un ami, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. Que je vois régulièrement, etc., qui a une 50aine d'années, qui est ingénieur, qui a travaillé pour Thales, qui gagnait 10 000 balles par mois en tant que développeur chez Thales. Et alors lui, toutes les théories du complot, tous les trucs comme ça y passe. Hein. Il y va, et machin. C'est quelqu'un qui maintenant est très proche de la Terre, donc en gros, tout ce qui est glyphosate, tout ce qui est ces trucs-là, les OGM et tout, c'est le mal absolu. Et en fait, il va aller chercher des informations avec le biais de confirmation qui vont vraiment confirmer ce qu'ils pensent déjà. Et on en est tous là, parce qu'on ne peut pas être conscient d'aller chercher ça. Et en plus de ça, Internet ne nous aide pas quand on cherche quelque chose et qu'on le trouve. Il ne va pas nous proposer le truc inverse. Il va nous proposer que les trucs qui vont confirmer ce truc-là. Ça aide pas. Vous verrez demain soir épisode sur Star Wars 8. Bon, ben effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à regarder un épisode sur Star Wars 8, j'ai trouvé que des trucs qui démontaient le film, quoi. J'ai pas trouvé de trucs il a fallu que je cherche des gens pour défendre, pour avoir l'autre point de vue, et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai eu d'autres propositions comme ça. Ouais. Mais par exemple, tu vois, pour avoir fait de la zététique auprès d'une sommité de la zététique à Nice. La zététique, donc c'est l'étude des phénomènes paranormaux, etc., dans l'absolu, qui est relayée là par merde, comment il s'appelle ce jeune? Je cherche le nom de la chaîne. Oui. Il y en a plusieurs. Il y a la tronche en biais, mais c'est peut-être pas ça. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, ayant une approche, ayant vu certaines choses, alors ça, sans rentrer dans les détails, des trucs comme ça, et puis même sur des faits, sur des faits même sur lesquels je n'y connais rien, je n'ai aucune opinion. Le protocole expérimental qu'ils peuvent avoir, effectivement, alors encore une fois, c'est le cours d'il y a 20 ans avec Henri Brock. Hein, moi, je parle pas oui, toi, t'avais vu Henri Brock, toi. Voilà, donc il y avait vraiment ce truc-là où on avait une approche extrêmement, limite sectaire, il fallait que ça rentre dans ce qu'on connaît actuellement. Ouais. On ne laissait pas la porte au fait que peut-être il y avait des parties de la science qu'on ne connaissait pas, peut-être qu'il y avait une autre explication, et surtout, on prenait un indice et on en faisait une preuve. Et on dit non, il y a un moment donné, et du coup, il y avait vraiment cette approche également très, limite complotiste, quoi, de dire non, c'est
c'est comme ça. On cherche pas à comprendre. Chez les zététiciens, tu leur reproches ce côté-là. C'est chez les éditeurs. En tout cas, ce que moi j'ai vu. Ce que tu avais vu il y a 30 ans. Etc. Parce que effectivement, on avait eu ce truc. On a eu le premier cours sur l'astrologie où on avait vraiment une approche très globale où on prenait tous les éléments parce qu'il y avait beaucoup à dire. Ouais. Et sur d'autres sujets, notamment les sujets religieux, où finalement il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais en gros, c'était voilà, on tape sur le religieux et on va faire en sorte que l'explication rentre dans ce que nous on a envie de penser. Et effectivement, on a vraiment c'est exactement le même truc que les conspirations. Il faut que ça rentre absolument dans ce qu'on a envie de penser. Il faut que tout colle autour de ce truc-là. Je dis pas que tout était à jeter, loin de là, mais c'est vrai qu'il y avait certaines fois où on avait ce truc-là, et même nous, c'est compliqué d'avoir cet autre son de cloche. Moi, quand je prépare des vidéos sur des sujets un petit peu touchy comme ça, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir à la fois cette approche déjà intellectuelle et derrière de se dire c'est compliqué d'avoir les bonnes sources et surtout comme notre cerveau lui encore une fois lui il veut des histoires intéressantes, tu peux passer à côté d'une info qui peut être primordiale, mais si elle n'est pas suffisamment, si tu n'as que des infos là et que tu en as une ici mais qui est indispensable, bah ton cerveau va peut-être la zapper quoi. Ouais, bien sûr. C'est en ça que je disais voilà sur Photoshop, c'est que Photoshop c'est un faux problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer les gens à aller au-delà et à éduquer leur cerveau et puis surtout à connaître c'est ce que font notamment David Loapre avec Crétin de cerveau, etc. Les limites de notre cerveau, tous ces biais justement qui nous font réfléchir de travers. Ouais, bien sûr. Je crois tu connais Hygiène Mentale aussi, je pense. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pas mal parce qu'il fait pas mal de vidéos. Alors je sais pas s'il se dit zététicien ou plutôt pratiquant de l'esprit critique. Je sais pas comment on dit exactement. Je veux pas employer les mauvais mots, mais du moins il a une chaîne d'esprit critique où il présente des vidéos. Je parle un peu pour tout le monde là. Du coup, il essaye de montrer la démarche, la démarche scientifique et la démarche comment un sujet qui a l'air un peu problématique, enfin une situation qu'on essaie d'expliquer, comment on peut essayer de l'expliquer justement par différentes méthodes en faisant l'approche sceptique. Et donc c'est vachement intéressant. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous encourage à aller voir sa chaîne Hygiène Mentale, ça s'appelle. C'est vraiment sympa. Après, il y en a d'autres aussi. On a parlé de la tronche en biais, tout ça. Et bon, l'idée générale, je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est tous biaisés, qu'on a tous, enfin même sans s'en rendre compte, on dit souvent des conneries ou on se rend pas compte qu'on raconte des choses complètement à côté de la plaque mais il faut en avoir confiance du coup. On est faillible, mais au moins on peut en avoir un petit peu conscience et essayer de corriger le tir quand on peut, quoi. Exactement. D'ailleurs, petite anecdote, ça c'est encore un des biais justement qui fait que on se raconte fait que notre cerveau a en plus lui-même alimente d'histoires comme ça. Tout à l'heure, j'allume la télé, je tombe sur un jeu télé et j'ai la réponse avant que le mec ait posé la question. Je me dis putain, disons, c'est vachement bien. Et en fait, du coup, Bruce l'avait expliqué. En fait, c'est ce décalage entre la perception et l'analyse du cerveau qui fait qu'il disait quand on regarde par exemple les aiguilles d'une montre, la première seconde, elle est toujours plus longue que les autres. Et en fait, c'est notre perception qui fait ça. Et on a ce truc-là, notamment le déjà vu, où ça permet, c'est un décalage en fait, entre l'analyse inconsciente et le moment où on s'en rend compte, qui fait qu'on a une distorsion du temps, qui fait que, mais ça quand tu le sais pas, quand t'as pas une explication logique, que tu sais pas que ton cerveau fonctionne comme ça, tu dis putain j'ai eu la réponse avant même que le mec ait posé la question. Ou de la même manière, c'est ah tiens je pensais à lui, le mec appelle. Non, en fait le mec a appelé, tu as vu le nom, simplement le temps que le cerveau fasse le lien et que se synchronise, du coup la différence de truc, la différence de délai en fait, le délai, l'impression d'y avoir pensé juste avant, alors que pas du tout en fait. Pas du tout, tu y as pensé au moment où tu l'as vu. Alors je dis pas que tu peux pas qu'à un moment donné tu aies pensé à quelqu'un qui t'appelle, coïncidence, etc. Mais voilà. Mais par contre, toutes les fois où on y pense et que le mec appelle pas, on va pas s'en rendre compte. Oui, aussi, ouais. Souvent, notre biais d'observation fait que on va se dire ah oui tiens j'ai remarqué que j'ai répondu avant. Non, en fait c'est juste que il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage à ce niveau-là. Et donc voilà, ça fait partie de ces trucs-là effectivement où l'éducation est vraiment super importante. Super important pour ça. Ouais, je suis d'accord. Ça marche.
Voilà, mais écoute, je pense que j'ai fait le tour de Ah tout bah ça. c'est... Oh, juste, T'avais une... Ouais. j'avais noté ça à côté. Ouais, par exemple, parmi les trucs justement qui sont à la fois culturels et à la fois que par rapport à la construction de notre cerveau en elle-même, par exemple, le fait que les sirops, par exemple, il y a des colorants dans les sirops. Ça peut être des colorants naturels, artificiels, peu importe. Ouais. Mais par exemple, si on te fait boire un sirop de grenadine qui est gris, ben ton cerveau va pas analyser que c'est de la grenadine. Il va le trouver que c'est moins bon. Alors qu'en fait, la valeur nutritionnelle est exactement la même, il y a la même quantité de sucre, mais naturellement, ton cerveau, lui, va pas analyser si les couleurs ne s'associent pas avec ce que tu manges ou ce que tu bois, ça va pas le faire. En musique, toutes les chansons pop qui passent à la radio sont basées sur les mêmes 4 accords. Ouais, les accords. Encore une fois, on raconte toujours les mêmes choses, les mêmes trucs, parce que il faut de la nouveauté. Donc, on va changer un peu l'instrument, etc., pour créer quelque chose de nouveau. Mais on va se baser sur quelque chose que le cerveau connaît suffisamment pour pouvoir l'analyser de manière rapide, et pas essayer de le surprendre. Voilà. C'est très dur. C'est très dur d'arriver à le surprendre. Lucas a réussi à surprendre les spectateurs en 77 quand le premier Star Wars est sorti, mais en réinventant les mythes qui existent depuis la nuit des temps. Il a réinventé tous les mythes grecs, mais en science-fiction, quoi. mésopotamiens, etc. C'est exactement les mêmes histoires. Si vous regardez la forteresse cachée de Kurosawa, vous regardez la première scène, c'est un copier-coller. Star Wars est un copier-coller, alors que d'un côté on a des samouraïs et de l'autre côté c'est des droïdes. Mais la scène est un copier-coller d'un film de samouraï de 1949, je crois. Mais il a réinventé le truc en proposant quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Il a réinventé des codes, tout en se basant sur une base suffisamment solide que notre cerveau a tous connaissait en fait. Donc c'est là où effectivement c'est toute sa force justement, malgré tous ses défauts, ça a été toute sa force de pouvoir nous raconter quelque chose de nouveau en n'ayant rien de nouveau, quoi. Ouais, ça me fait penser, j'avais un exemple aussi en tête, les briques de lait, si tu changes la couleur blanche des briques de lait, jamais tu les vendras en fait, parce que on a associé le lait à la couleur blanche, et donc maintenant du packaging, donc du coup par exemple, voilà, pour reprendre l'exemple de Lucas, quand Ben Burtt, donc le mec qui a créé tous les sons des droïdes, des sabres laser, etc., quand il a créé le son des pistolets, des lasers, un laser ça fait pas de bruit. Bon, lui il a créé un son pour ça. Donc, pour la petite anecdote, le son c'est un mec qui tend un câble métallique et il tape avec une clé à molette dessus. Ça fait, si vous faites de l'acrobranche par exemple, tous ces trucs. Quand vous mettez vous entendez le psiou psiou, voilà, ça fait ce bruit-là. Bon, après ça a été retravaillé, mais voilà. Mais par exemple, si vous regardez Flash Gordon, je crois le film est de 74, je sais plus, peut-être les dates je me plante. Si vous regardez Flash Gordon, et ben quand le mec il tire, ben ça fait un petit bruit de clochette. Alors que ni l'un ni l'autre n'est plus dans la réalité, parce qu'au final, à la rigueur, ça fait un bruit de tonnerre parce que ça dilate un petit peu l'air ou un truc comme ça. Mais ça n'a aucun sens ni d'un côté ni de l'autre. Mais pourtant, maintenant, si on met un bruit de laser avec un autre truc que ça, bah ça va nous paraître aberrant. Ouais, c'est ça. Parce que on a été conditionné, justement, Arnaud de Astronogeek en avait parlé, justement, Hollywood nous ment, c'est-à-dire que les codes hollywoodiens nous ont fait en sorte de croire à des mensonges qui sont devenus pour nous la réalité, qu'on ne peut pas expérimenter tous les jours, mais qui sont devenus pour nous la réalité, quoi. Le pire, enfin une des arnaques aussi, c'est les cris des dinosaures, du tyrannosaure. Bien sûr. On sait pas du tout comment les dinosaures. Enfin, on sait pas du tout. Je pense que on peut avoir quelques indications par rapport à la morphologie des crânes, etc. Je suis pas spécialiste, mais peut-être que je sais pas si FL Reptile est dans le chat encore, mais peut-être qu'il pourra nous dire si on a des indices sur la sonorité des cris des dinosaures. Les Japonais qui avaient justement beaucoup travaillé là-dessus, qui arrivaient juste avec la forme des différents animaux, ils arrivaient à trouver les voix, les cris, etc. Et je sais, enfin ça c'était quand j'étais gamin qui travaillait beaucoup là-dessus. Mais Spielberg, par exemple, a fait énormément de mal à notre cerveau. Spielberg nous a fait rentrer une quantité de conneries dans la tête. Entre ça, les requins tueurs, maintenant on extermine les requins. Alors qu'au finalement, quand on dit les requins ont fait moins de morts, mais même des gens en triant leurs chaussettes font plus de morts que les attaques de requins, par exemple. C'est-à-dire, il n'y a aucun animal qui fait moins de morts sur la Terre que les requins, quoi. Et pourtant, ça reste une obsession de savoir qu'on va aller surfer, se faire bouffer. Bah ouais, mais les chiens, les moustiques, les abeilles font beaucoup plus de morts chaque année que les requins. Mais on nous a rentré ça dans la tête, comme quoi c'était... Spielberg a détruit notre imaginaire. Ouais, malheureusement. Ou l'a trop nourri, peut-être plus.
Bon, bah, ok, merci pour Voilà. cette présentation. Tu avais une petite conclusion ou Non, merci à toi de l'invitation. Merci à Audrey, je ne sais pas si Ah, elle est là, elle dit que peut-être elle serait là. Donc merci à elle, puisqu'elle m'a donné quelques liens intéressants ah justement ouais. pour ça. D'ailleurs, Donc tous la chaîne les. qui parle, c'est très très intéressant comme chaîne. Pardon, excuse-moi, t'as dit, c'est quoi le nom de sa chaîne? La psy qui parle, La du coup, psy qui c'est parle. D'accord. Et bah du coup, oui, tous les liens sur lesquels que tu as utilisés pour faire la présentation, je pourrais les mettre dans la description de la vidéo. Donc, ouais, il y en a pas non plus 36 parce que c'est ouais, vrai que ouais. surtout vers des bouquins, un truc comme ça. Après, moi, je me suis beaucoup basé effectivement, sur mon vécu, sur mon expérience, voilà, Hmm, en tant que scénariste, écrivain. ouais. Il fait que voilà, on a les codes, des trucs comme ça. Après, j'ai des bouquins, mais c'est des trucs qu'on sait depuis des années, ou alors en tout cas en tant que marketing, graphiste, etc. Mais après, ouais, effectivement, il y a pas mal de, il y a quelques liens, je te donnerai effectivement, qui peuvent D'accord. être intéressants pour pousser un peu plus loin. Super, eh ben, merci à toi. Si, je sais pas si vous êtes encore 11 sur le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puisque tu es encore là. Généralement, oui, je sais bien, t'as tenu le temps. Je finis mes lives vers 22 h en général. Donc c'est nickel, il y a encore quelques minutes pour éventuellement des questions. Sinon, moi je vais simplement te demander bah, par rapport à tes projets, où t'en es. Tu parlais de sortir une vidéo demain soir à propos de Star Wars. Exactement. Ça y est, elle est prête, elle est dans les starting Elle blocks. est prête, elle est en train de finir le rendu. Donc, c'est une vidéo d'analyse sur la manière dont Star Wars 8 est écrit. Mhm. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de tous les différents aspects. Alors, moi, je vais éviter de parler de l'aspect technique parce que, effectivement, assez rapidement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être réalisateur, que c'est un truc qui me gonfle profondément et que je préfère me concentrer sur l'écriture. Ok, Donc, je vais éviter de parler trop technique, mais effectivement, ouais, d'essayer d'analyser la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est extrêmement mal écrit. Et quand je dis extrêmement mal, c'est, j'ai vu des mauvais films, mais à plein de niveaux différents, des niveaux techniques, etc. hmm, Et alors, effectivement, Star Wars m'a forcément plus marqué que d'autres parce que j'ai grandi avec, parce que je suis un fan absolu de Star Wars, etc. ouais, Mais d'une manière la plus objective possible, ça fait probablement partie des pires œuvres que j'ai vues de ma vie en termes d'écriture. C'est un monument de mauvaise écriture, ce film. Donc le d'accord. but étant de l'analyser de manière un petit peu marrante et de voir ça un petit peu voilà, dans la continuité à la veille de la sortie du 9. Bon, même si derrière, on peut excuser plein de trucs, le manque de temps, le fait que J.J. Abrams soit parti sur une idée déjà qui était merdique à la base. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui pourraient excuser ça. Bon, voilà, Hmm, j'ai choisi un ton un peu humoristique pour en parler. pour parler vraiment de l'écriture, comme j'avais fait dans la première vidéo, justement sur la continuité. Hmm, Voilà, donc sinon, ensuite, une autre vidéo qui parle Cinoche, mais qui va être à hors série, qui sort le 25 décembre. ok. Voilà, c'est la dernière vidéo de l'année. Et puis ensuite, bah, peut-être une vidéo. Voilà, il y aura certainement une vidéo en janvier, je ne sais pas encore laquelle. Il y a 4 ou 5 vidéos en cours. Hmm. Ouais, t'es sur Voilà. de la grosse prod là, c'est bien, Voilà. t'es dans le YouTube game à fond, jusqu'au Ouais, cou. ouais, bah là, du coup, oui. Puis après, je prépare une série de vidéos aussi. Bon, ça sera pour l'année prochaine sur l'espace. Donc D'accord. après, il y a un mec, alors je sais pas s'il est encore là, mais bon, après, c'est un gros youtubeur, donc j'aimerais bien l'avoir. Il s'appelle Robin Isnar, parce qu'il est une liste de Tchouri, etc. Donc j'aimerais bien l'avoir, mais bon, ça c'est sous réserve que Qu'il soit disponible au soit lieu de faire ses lives disponible. à la con, il faudrait qu'il soit Voilà, un peu plus dispo. non, et puis voilà, non, pas mal de. J'espère avoir au moins les 6 collabs pour les 6 vidéos sur l'espace. Ouais, bah, avec Euh, plaisir, hein. Moi voilà. je peux te parler de la mission Rosetta si tu veux. Voilà, donc avec Avec- plaisir. Non, mais ouais, c'est vraiment. Je vais essayer de vraiment faire un beau truc, un bel objet visuel charté, vraiment avec pas juste une série d'épisodes comme ça qui s'enchaînent, Mhm. vraiment un truc très un peu scénarisé. Voilà, les formats cinéma qui vont continuer, et puis après voilà les anciens formats avec un nouveau décor. Avec donc quelques petites surprises, vous verrez demain dans la vidéo justement sur Star Wars, Mhm. les petites nouveautés que je vais mettre en place pour l'année prochaine, parce que malheureusement je ne peux plus avoir Cara, donc il a fallu que je m'en passe. Donc on va trouver une autre solution. Et puis voilà, et puis sinon bah, l'appli de voyage, comme tu en parlais au début de la vidéo, qui est a priori en cours, mais voilà. Tant que je l'ai pas dans les mains, mais a priori normalement en janvier on devrait avoir quelque chose. Il y a une date de sortie en janvier à peu près?
Non, bah non, parce que la date de sortie, c'est le 21 juin 2019. Donc voilà, donc on en est loin. On est très très loin. D'accord. Donc voilà. Non, là pour l'instant, on est 2019? 2019, ouais, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Donc Je là, me- c'est je me suis c'est pas quoi? trompé C'est une update là? Non, c'est une. Non, mais pour l'instant, l'appli n'a toujours pas fini d'être développée en fait. Donc D'accord. là, gros problème de budget. La production est un peu partie en cacahuète. Donc bon, voilà. Mais bon, a priori, on semble être sur une solution qui est pas trop dégueulasse. Donc on semble à peu près être sur la bonne voie. Mhm. Donc logiquement, 21 juin 2020, mais même bien avant, normalement début février, on devrait l'avoir. Pour le Play Azure Festival, on devrait l'avoir. Super. Donc Moi, j'y mais vais aussi au Play Azure. voilà, donc on Je verra à trouve ce ça rigolo. moment-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, tant que j'ai pas quelque chose de sûr et de précis, j'arrête d'en parler parce que malheureusement, j'ai trop teasé pour quelque chose qui n'a pas vu le jour. Voilà. Et puis sinon, bah après, voilà, le boulot, mais ça vous intéresse moins. Et tu vas écrire un nouveau livre ou pas? Alors en fait, mon livre Immersis Renaissance, c'est le premier tome en fait d'une série de 3 livres. D'accord. Ok. Voilà, donc hommage appuyé à Retour vers le futur, Akira et Final Fantasy. Voilà. Et donc du coup, comme je disais, bah, quand j'aurai 100 000 abonnés, j'écrirai la suite. Waouh. Non, alors, on verra. Alors, en plus, je suis le premier à me planter. Pouvoir vendre, donc on est c'est pas ça. tout de suite. Je comprends que tu veuilles faire du chiffre, c'est normal, hein. Exactement. Non, mais après, c'est une question de temps, en fait. C'est juste une question de temps et c'est une question de. Là, il faudrait que je me mette pendant minimum 4 mois à faire que ça. Donc, c'est un peu compliqué de vraiment de me remettre à fond là-dedans. Et c'est vrai que quand je dis 100 000 abonnés, c'est en rigolant oui et non. C'est le fait que je me dis, si j'ai 100 000 abonnés, demain, je vais trouver une maison d'édition. Beaucoup plus facilement. Alors, du coup, voilà, quitte à passer 4 mois dessus, je l'ai déjà fait. J'ai perdu quasiment toutes mes billes. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis la prochaine fois que je prends ce risque-là, je vais assurer un peu plus mes arrières. Voilà, c'est juste dans cette optique-là que je fais ça, mais c'est parce que voilà, c'est des gros bouquins, c'est des gros projets avec beaucoup d'éléments, beaucoup de trucs qui se tiennent, etc. Donc, c'est pas juste un bouquin comme ça. Après, j'écris d'autres bouquins aussi pour les enfants. Là, je suis en train d'en finir 2 qui sont beaucoup plus light à écrire, qui sont dans un autre truc. Mais c'est vrai que ces trucs-là, c'est vraiment 3 bouquins qui se tiennent vraiment l'un et l'autre. Donc la moindre virgule qu'on change, ça change des trucs sur plein d'autres trucs, sur plein d'autres chapitres, sur plein d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je préférais vraiment me mettre sur la chaîne pour l'instant. Mais bon, régulièrement, j'écris quelques petites scènes, j'écris quelques petits bouts, etc. Et puis bon, mine de rien, il y a quand même 30% des 2 autres qui sont écrits, quoi. Ok, bah c'est bien, plein de projets, c'est hyper actif. Ouais, ce que Tu les perds pas le enfants m'ont dit, nord. je suis C'est bien, ça. un slasher, je crois, on m'a dit. Un slasher, waouh. Slasher, c'est lui qui fait tout en même temps. Ta catégorie. C'est aussi une catégorie de films d'horreur, je crois, les slashers, mais. Les slash movies. Les slash, oui, c'est ça, c'est les slash movies, les films d'horreur. Ouais, certains, ouais. Mais c'est pas très gay non plus. Non. Merci, il y a Eiffel Reptile qui te remercie pour ton intervention. Je sais pas s'il est encore là, peut-être qu'il est parti depuis, mais en tout cas, il te remercie pour avoir fait cette présentation Oui. super intéressant. Merci d'avoir suivi. Et voilà. On le reverra au Merci Azure Robin Festival. de m'avoir mis le pied à l'étrier. Bah écoute, avec plaisir. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je fais une petite session avec le chat et la communauté après pour juste qu'on discute ouais. entre nous. Donc je vais te laisser là et tous les invités, je leur demande de faire le mot de la fin. Donc si tu veux nous dire quelque chose avant de partir, n'hésite pas, tu peux le dire maintenant. Alors, un petit mot. Ouais, ça peut être une phrase, hein. Ça peut être plusieurs phrases si tu veux. Ouais, bien sûr, c'est pas un seul mot. Non, mais rien de particulier. Merci à toi pour l'invite. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi le truc. Merci YouTube de m'avoir permis de rencontrer toi et toute cette communauté de gens absolument géniale et de me faire grandir aussi parce que mine de rien, ça repousse mes limites à chaque fois, ça fait sortir de ma zone de confort et c'est super intéressant. C'est super intéressant en espérant en rapporter autant que vous m'apportez et sans trop dire de conneries, ça c'est encore moins sûr, mais bon, en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir et c'est toujours très sympa. Ok, bah super. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et le challenge de faire cette présentation. Et puis j'espère que tu reviendras dans l'émission pour nous raconter encore plein d'autres choses. Et quand tu veux. Et voilà. Plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Et puis à la prochaine sur Paris ou sur Nice, hein, du coup. Ou sur Strasbourg. Si moins sûr avant février que je passe à Strasbourg, mais ouais, avec plaisir. Ok, ça marche. À plus, à la prochaine. Ciao. Salut.